depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Arleté. Salut. Ouf. Ouais, tu sens encore la merde, c'est ça? Ça sent pas bon ici, avec les gimmicks qu'on va parler tantôt. Toi, je t'aurais vu dans une coupe de gimmicks là-dedans. Là. Ah ouais? T'as pas sa gimmick, toi. Toi, il y en a un, j'aurais vu vraiment que t'aurais pu faire que t'aurais été bon, là. Un cochon, c'est ça? Non, un mime. Quelqu'un qui parle pas comme ça gueule. Oh! Ça commencerait dans maudit. Si ça ne prenait pas que quelqu'un écoute un podcast puis il voit ça en partant, on drop les globes, la marde va pogner ça t'asseoir. Anyway, toi, sur Internet, le temps 7, t'es pas le gars le plus populaire, fait que... Attends, j'en ai un nouveau qui sort. C'est rendu quelque chose, là. C'est rendu de quoi de spécial, là. Ben, c'est viral. On appelle ça viral. Ça n'a même plus rapport à la lutte rendu là. Non. moi, là, ça me ferait les gens qui commentent sur une page de lutte. Tu sais, parce que je pense que c'est assez clair là, qu'on est une page de lutte, là. Ben, je sais pas. Peut-être que le monde n'a pas vu que c'est une page de lutte au début, puis ils font comme ça. Ben, je sais pas. Moi, si je vois une vidéo de même, je clique toujours sur le profil pour voir c'est quoi. Après, je pense que c'est assez clair dans le titre d'un thumbnail et d'une photo. Là. Je sais bien, mais je sais pas quoi dire, man. En tout cas, on a dépassé les 30 000 vues, je pense. Là, fait que... puis avant de continuer autrement, je peux-tu vous poser une question sérieuse? Ouais, vas-y. Pourquoi dans l'arrêt de toi, pourquoi t'as mis ça aujourd'hui puis out of nowhere? Parce que ça me tentait. C'est une gimmick aujourd'hui, tu vois. T'avais pas d'autre chose à mettre à part ça, mettons, je sais pas, non? Non, ça c'est pour ceux qui écoutent sur YouTube, c'est un souvenir de quand on était allé à Toronto, puis de Acclaim, c'était de shit dans ce temps-là. Là. Fait que j'avais acheté un chandail des Acclaim, puis j'avais mis un bandeau des Young Bucks tout le show aussi. Ben oui. J'avais fait des habits. C'était un petit trip, ça. C'était un beau show, ça, pour vrai. Ouais, c'était le fun. En plus, c'est juste un Rampage, en plus, imagine. Ah, c'est vrai, c'était même pas un Dynamite. Non, c'était un Rampage parce que Dynamite était le mercredi avant. Ouais, mais il y avait eu des. Ce qui est le fun au moins avec AEW, c'est que même quand c'est pas un gros show, t'as des matchs bonus en masse. Là. Ben oui. Des fois, c'est fatigant, là, mais. On était choyé avec la carte pareil, puis c'était fun d'être là pareil, même à ça. Fait que... Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai mis ma gimmick de fan de The Acclaim. C'est ça, ma gimmick. C'est parfait, ça. Ben oui. Fait que c'est ça, aujourd'hui, évidemment, on va parler des mauvaises gimmicks. Ben, en fait, des gimmicks en général. Là. Les mauvaises gimmicks, oui, mais en général, les gimmicks, c'est une idée moyenne. Ça a été populaire beaucoup dans les années 90, dans Golden Era. On a eu quelques gimmicks aussi dans les années 2000, puis même, je pourrais quasiment dire récemment, moderne aussi. Il y en a tout le temps, les gimmicks, ça n'arrêtera pas parce que ça a changé. Là, tu as changé pas mal depuis 30 ans, mais les affaires qui restent les mêmes, comme genre des gimmicks pareils, no matter what. Là. Est-ce que la gimmick va toujours avoir sa place? Est-ce que la gimmick doit être aussi, on va te poser la question, est-ce que la gimmick doit être nécessairement un gars, mettons, un comedy act ou ça peut être un gars sérieux? Mais ça dépend c'est quoi le personnage. Parce que, tu sais, évidemment, moi, j'ai été un gros fan de Bray Wyatt. Bray Wyatt il y a eu quelques gimmicks, puis il n'est pas dans les personnages qu'on va parler aujourd'hui, fait que je vais en parler en intro. Tu sais, Bray a gagné la ceinture heavyweight. Il l'a gagné en Bray Wyatt régulier, puis il l'a gagné en The Fiend. Mm-hmm. The Fiend, c'était cool visuellement, mais rendu dans le ring, c'était très limité de ce que tu pouvais faire avec. C'est soit que tu détruis quelqu'un ou soit que, je sais pas. Ah, mais pas d'autre option. Ça, c'était pas une gimmick de merde, par contre. C'est ça l'affaire qui est différente. Ah,
Moi, je trouvais pas que c'est une gimmick de marde de Fiend. Là. J'adorais vraiment ce qu'il faisait, j'adorais vraiment ça jusqu'à temps que ça soit un peu plus spooky, là, comme Ouais. on est souvent. Là. Mais non, justement, Bray Wyatt en général, la gimmick me dérangeait pas tant que ça restait believable qu'est-ce qu'il faisait. Là. Ouais. Mais le bout où il était brûlé, Non, ce temps-là, non. Avec ça, Alexa Bliss, là, non, je sais pas. c'était un peu too much. Là. Ça a tué. Ouais. Jeu le mot poche, là, mais ça a tué un peu Alexa Bliss, sa carrière. Puis ça. Bray Wyatt, ça ne l'a pas aidé non plus. Et c'est encore de même avec Alexa Bliss? Je n'écoute pas beaucoup le WB. Non. Non, Arrêtez pas mal. Puis elle a dit là, après le renvoi des Wyatt Six, puis la mort de Bray, elle a dit que c'était derrière elle, que ça plus jamais elle faisait. Là. Parce qu'elle n'est pas conne, elle sait que ça fait quand ça va faire ça, elle va se faire renvoyer d'ici un an ou deux. Fait que... Non, mais Alexa Bliss, pour vrai, là, c'était, à un moment donné, c'était la number one heel dans la compagnie, puis pas parce qu'il n'y avait personne d'autre. Là. Elle est vraiment bonne en heel. Là. Ah ouais, quand elle était heel au début, elle était écœurante en crise. Ouais. Puis même là, ça faisait un heel turn sur Charlotte. Je pense qu'elle se ferait cheerer plus que Charlotte. Le monde l'aime, Alexa Bliss, pareil. Là. Elle est populaire encore aujourd'hui. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis elle est bonne, c'est une bonne lutteuse aussi. Là. Parlant de gimmick, la semaine passée, on a fait la biographie d'une gimmick aussi, même si c'était bonne la gimmick. Ouais. The Hurricane, Shane Helms. On parle de gars de gimmick. Oui, c'est un lutteur pur, un wrestler. Mais Hurricane, ça a été là qu'il a eu son pic de popularité. C'est avec sa gimmick de super-héros, avec sa gimmick The Hamburglar, comme dirait The Rock. Ouais, est-ce qu'on dit le mois de juin, on fait juste par à travers la table et on garde juin pour la fin? C'est comme tu veux, je te laisse décider. À travers la table, 20h30, à partir, chaque mardi, 20h30, YouTube, Facebook et Twitch. Mais là, restez à l'affût parce que là, l'été s'en vient. Fait qu'on va prendre une décision bientôt. On risque d'avoir des épisodes cet été, mais ça ne sera pas nécessairement des épisodes live avec invités. Ça se peut qu'on ait des épisodes, je dirais, tu sais, quand il y a les gros pay-per-views, les SummerSlam, les pay-per-views de la AEW. Mais on n'aura pas des invités à chaque semaine live parce que c'est l'été, les gens profitent de l'été aussi, puis nous autres aussi, en général, il fait beau, il fait chaud, sortez vos maillots. Mais c'est ça. On va vous tenir au courant, la cédule complète et le déroulement va être posté sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines ou prochains jours, là, parce qu'on est un peu en avance dans les enregistrements. Ouais. Fait que voilà. Fait que là, on est prêt à parler des mauvaises gimmicks à travers le monde de la Yes, sir! Il n'y a rien d'autre avant, là? Non, on est correct. On a parlé de ce qu'on avait à faire. On va dire qu'est-ce qu'il y a au mois de juin après on va parler des gimmicks. Fait qu'on est correct. Là, tu me rassures, là, il n'y a pas de jeu plate là, avec de la musique bizarre. Là. Non, pas aujourd'hui. Ça, c'est juste les 4 prochaines semaines. Je pense que je vais être absent. C'est pas vrai, c'est pas 4 prochaines semaines. On va en avoir sûrement deux back-à-back. Après ça va être une autre affaire. Parfait. Niveau gimmick, TJ, comme je te dis, Golden Era, c'est. Ben, oui, on va y aller dans l'ordre des thumbnails que tu as préparés. OK. Parce que reste sensiblement les mêmes personnes qu'on voulait parler. Il y a des gimmicks plus. Comment je pourrais dire ça? Plus nichés. Parce qu'il y a des lutteurs là-dedans que c'est pas tout le monde qui connaît, surtout du côté de la WCW. Ouais. Mais puis si à la fin on a oublié, peut-être que tu pourras nous ressortir des boulamites, un vieux nom que tu fais comment? Tu te souviens-tu de lui? Oh shit! Comme à chaque podcast. Ouais. Okay, fait que slide number 1. Oh là là. Aldo Montoya, qui était évidemment Justin Credible, qui a eu son pic à la WWF, à la ECW, mais a quand même eu des bons moments à WWF avec X-Pac et Albert, qui était X-Factor, avec la chanson You wanna do with the X-Factor. C'était bon, chanson. On l'écoutait à soir. Ouais. Mais à la base, Montoya a été combien de temps à WWE? 1 an et demi, peut-être? Il a duré vers la fin de 94, puis il était encore là en 96, début de 96. Mais ça n'a pas été si long que ça, puis après ça, il était AEW par après. Là. Honnêtement, moi, j'ai vraiment souvenir de lui dans les Rumble matchs. Là. Pas mal ça, mon souvenir de Montoya. Y a-tu un
un fait saillant que je me souviens pas qu'il a fait. Ben, il a fait quand même une couple d'affaires intéressantes, là. Pas beaucoup, remarque, là. Mais il a eu l'honneur d'être 2 fois dans une storyline que Laurel était dedans. La première, c'était en 95, quand il y avait le build-up pour le Kiss My Foot match avec Bret Hart et Jerry Lawler, en 95. Puis la semaine avant, une semaine ou deux avant, à Superstars, il avait fait goûter son pied à Aldo Montoya. Pour montrer qu'est-ce que tu vas avoir, Brett, mais que je te poigne. Puis l'année d'après, ben, quand Lawler était en feu avec Jake the Snake Roberts, ben, il avait forcé Montoya à boire de l'alcool, genre de force, là, pour montrer qu'est-ce qui était pour arriver à Jake. Fait que c'est quand même drôle qu'il y ait back-à-back de faire le même. Puis la première vraie storyline qu'il y avait eu, si on peut appeler ça une storyline, c'est qu'il avait été courtisé par Ted DiBiase pour faire partie de la Million Dollar Corporation, puis il avait refusé pour faire un face turn, dans le fond. Puis c'est ça. Puis une autre affaire aussi qu'il a faite, pas en tant que Aldo Montoya, mais avant ça, en PJ Walker, quand il était jobber à WWF à 93, 94. Puis il a fait un angle avec. Ben, il avait pas un angle, mais il a fait un match contre IRS. Puis il avait battu IRS après que Razor Ramon est intervenu. Parce que c'était dans le temps que Razor avait perdu contre Country Kid. Ça me dit quoi, ouais. Puis il niaisait, là. Fait que c'est celui qui avait gagné le match, mais après ça n'a rien vraiment donné avec lui par la suite à cause de ça. Mais il a quand même fait une couple d'affaires avant d'avoir ça. Puis ce qui a fait qu'il a eu son push, c'est qu'en tant qu'Aldo Montoya, c'est qu'il avait aidé Lawrence Taylor à s'entraîner pour son match à WrestleMania. Il était vraiment été hands-on avec ça. Fait que comme récompense, on a dit on va te donner une gimmick, on va te donner un petit push, une petite gimmick. Puis malheureusement pour lui, sa gimmick, c'était d'avoir un jackstrap sur la tête. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment. Parce que vite de même, tu le sais pas, là, parce que c'est un masque, là, mais. Ouais, c'est un jackstrap. Puis pourquoi un jackstrap sur la tête? Y avait-tu une raison à la gimmick? Non, pas vraiment. Hein? Non, ben c'était un gars portugais. Il avait des racines portugaises. Fait que c'était le Portuguese Man of War. Puis au début, avant qu'il fasse ce gimmick-là, il voulait peut-être qu'il mette joueur de soccer, peut-être. Parce que c'est un gars de Portugal. Fait que ben oui. Pour Vince, quand il pense au Portugal, il pense au soccer. Fait qu'il disait, tu vas être un gars de soccer. Vince est très premier degré dans sa réaction. Ben, en même temps. Il fait rien d'autre que de la lutte. Il sort pas, il n'a pas de vie. Fait que pour lui, il va avoir de quoi à TV une seconde, il va avoir un joueur de soccer. Puis, tu sais, à sa défense, c'est dans les années 90 aussi. Fait que c'est correct que ce soit premier degré. Là. C'était plus acceptable que ce matin aujourd'hui, tu fais ça. Ben, ces réseaux sociaux, ils vont dire oh, c'est un choc de culture, on sait bien. Quoique, on dit ça, mais même aujourd'hui, il y en a pareil, des affaires la même. Puis, absolument, oui. Ouais, exemple. Fait qu'on y va pour. On l'a pas mentionné, par exemple, qu'il avait été. Pour ça, il était SW, puis il était champion du monde à SW. Fait que quand même sorti de ça pour faire de quoi peut-être avec sa carrière, quoi qu'aujourd'hui, c'est pas la plus joyeuse pour lui. Là. Grâce entre autres à lui, beaucoup en partie aussi, là, mais quand même. Fait que non, quand de transformer ça en push à SW en tant que champion, fait que il n'a pas tout perdu. Il était là à Philadelphie quand on était allé voir WrestleMania dans la convention. Il était dans le. Il y avait une section ECW justement avec Sabu, Sandman était là, Rhino était là. Souviens-tu? Je pense qu'on avait déjà pas. Ouais, Bill Alfonso aussi. Bill Alfonso on a déjà fait avoir sur le podcast. C'est pas impossible qu'on pourrait pas l'avoir, là, mais j'avais déjà eu des discussions avec Bill Alfonso qui n'avaient jamais abouti, mais on avait passé proche de l'avoir. Je pense que je n'en avais pas parlé. Là. Ouais. On avait passé proche de l'avoir, Bill Alfonso, sur le podcast. Okay. Un petit fun fact comme ça derrière les rideaux. Ouais, c'est ça. Puis, tu te souviens-tu de ça, j'allais dire? C'est Sabu hein, qui marchait en arrière de nous autres à Philadelphie, puis qui était juste comme. Puis s'en allait, puis il y avait beaucoup de monde qui l'accostait, là. Il nous suivait, là, puis il était juste en arrière, puis on marchait à côté comme si de rien n'était, puis on lui a même pas. On lui a rien demandé. Là. Bon, on l'a laissé tranquille. Je savais pas que c'était lui vraiment avant que vous le dites. Là, fait que je regardais pas vraiment à côté de lui. Parce que quand tu marches une convention, ça ne regarde pas en avant de toi. Il y a des grosses chances de se dans quelqu'un. On est avec le numéro 2, TJ. Pendant les CW. Ouais. Fait qu'évidemment, on le voit sur la photo avec la chaise, c'est Buzz Mahoney. Fait qu'il avait été à WWF avec. il a fait un angle, à fond, il était Santa Claus, le frère jumeau le frère jumeau méchant du Père Noël. Puis il a fait un angle avec In Your House le mois de décembre 95, où Savio Vega avait dit
il avait amené le Père Noël pour donner des cadeaux, puis DiBiase est arrivé. Moi, j'ai acheté le Père Noël, puis là, l'autre disait, là, c'est impossible, le Père Noël, c'est pas un gars à l'argent, puis tout. Puis quand il avait le dos tourné, l'autre est frappé avec sa grosse poche de Noël. Fait que faire un heel turn. Mais ça, c'était un autre qui était super over à ECW, là, tu sais, Ouais. son équipe aussi, là, il était en équipe, là, Balls Mahoney. Ouais, avec Axel Rotten. Exact. Puis Avec Spike le Dudley après aussi. Balls. Ouais. Puis il y avait même, il était-tu là à One Night Stand, le premier? Je pense que oui, hein? Il était dans le show, ou le deuxième? Mais il était dans le premier, c'est sûr, là, mais je pense qu'il n'avait pas été dans le premier, mais il avait été dans le deuxième, me semble. OK. J'avais souvenir qu'il était là quand même pour Je pense à dans WWF. le premier, il était KBW, je pense, avec des chaises peut-être. OK. Puis, ouais. Puis, c'est ça, la gimmick, dans le fond, c'est que Santa Claus, le frère méchant du Père Noël, puis lui, il venait, il venait du pôle Sud, puis lui, il donnait pas des cadeaux, il les enlevait. Ben, ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça a été vraiment le temps d'une storyline. Ben, ils se sont rendus compte que le temps de Noël, il est pas long, fait que ça a duré le temps des fêtes. Ben oui. En même temps, c'est correct, ça fait un petit quelque chose à faire, là, mais on s'entend que Balls Mahoney à RSW, il n'est pas touchable avec ses autres gimmicks. Là. Oh ouais, puis en même temps, c'est quand même drôle quand tu y penses qu'il a fait ça, puis après ça, parce que tu le regardes là-dedans, il s'en ressemble beaucoup. C'est juste que la barbe est moins longue, puis les cheveux sont moins longs, mais c'est absolument lui, là, tu le vois. Là. Moi, pour vrai, au début, Balls, là, je pensais que c'était une perruque. Ah, ben, ça aurait pu, mais je pense pas. Ses cheveux blonds, là, non, je pense pas non plus, là, mais moi, les premières fois que je l'avais vu, je pensais que c'était une perruque parce que je trouvais qu'il était bizarre, mais on dirait que j'aimais mieux son look de Père Noël. Mais pas l'habit, mais je parle de la face, là, le facial. Là. Ouais. Puis t'as-tu remarqué sa photo qui fait le camel clutch? Ça, c'est. On dirait qu'il fait le worm là-dessus. C'est Scotty Tuati, hein, ouais, pour vrai? Ouais. Ouais. Ah, wow, ouais. Parce que je checkais la shape du gars, il est quand même mince, là. Ah, mais là, c'est parce qu'il est quand même contorsionné avec l'autre aussi, là. Ouais. Parfait. Oh là là! Ça, c'est plus touché, cette affaire-là. C'est vrai. Ça, là, pour vrai, c'est vraiment touché. C'est niché, là. Ça, c'est. Ben, c'est pas tant quand tu regardes beaucoup regardé la lutte des années 90, mais 90, là. Parce que ça, c'est en 95-96, là. Il avait engagé 3 lutteurs vraiment connus, c'est Indy, là. Ben, surtout le 4 des 5, là, le gars avec la serviette, je pense pas qu'il était vraiment dans les indépendants à part plus bas, peut-être. Mais il avait engagé Tracy Smothers, Tony Anthony, Tom Brandy, Bill Irwin, puis Alex Porto. Puis c'est ça. Fait que Tracy Smothers, qui était plus tard dans la FBI, dans ECW, lui, ce qu'il faisait, c'était un genre de gars, pas country, un hillbilly, le genre, là, avec la musique country, puis son nom, c'était Freddie Joe Floyd. Puis ça, c'est une joke, parce que le vrai nom de Jerry Briscoe, c'est Freddie Joe. Fait qu'il l'avait appelé de même pour le niaiser, pour une petite joke. Bill Irwin, qui est en bas, c'est le Goon, le gars de la gimmick d'hockey. Lui, on le connaît bien, là, ouais. Puis d'après comment je pourrais dire, la légende, c'est ça a l'air que quand Jericho avait été à WWE pour faire une couple d'entrevues avant d'aller à WCW, je pense qu'il avait demandé c'est quoi tu fais dans la vie? Il parle, c'est quoi que t'aimes? Là, il disait mais mon père, c'est un joueur de hockey, tout ça. Puis ça a l'air qu'il voulait proposer l'affaire de The Goon, puis il a refusé, puis il est passé à la WCW après. Fait qu'imagine si Jericho avait commencé de même, puis il aurait fait ça à la place de faire qu'est-ce qu'il a fait, là. Ouais, j'ai entendu ça. J'ai même vu un shoot interview de Jericho après. Il me semble qu'il en a parlé sur un de ses podcasts ou dans une entrevue, mais j'ai déjà entendu Jericho parler de ça. Je me souviens de ça. Fait que, ouais. Tony Anthony dans le milieu, c'est T.L. Hopper. Ça, c'était un gars qui répare les toilettes. Puis dans ses vignettes, dans ses vignettes, tu voyais vraiment la craque de fesses puis tout. Puis, un plumber, là, dans le fond. Là. Ouais, un plombier, c'est ça. Ouais. Puis après ça, tu as Salvatore Sincere, le gars avec le chapeau, puis genre l'italien. C'est un gimmick d'italien qui est sincère, mais dit des mensonges, mais avec une voix d'italien. Fait que c'est censé être ill, là, cette affaire-là. Là. Puis Alex de Porto, c'est comme un genre de Kurt Angle, mais sans le talent, puis sans le look. Puis, sans tout, là. Ben, c'est ça. Puis il arrivait à Saturn et Saturn Brothers, puis tout ça. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y avait tout avec ce monde-là en même temps. Puis je pense que c'est Tom Brandy, je pense qu'il avait découvert ça dans des affaires de Meltzer, puis tout. Puis il disait, il parle de nous autres, puis il s'est rendu compte dans l'article qu'ils avaient engagé juste parce que les autres, ils gagnaient des matchs au début, genre pour les introduire, ils gagnaient une coupe de matchs pour des jobbers. Puis après ça, ils donnaient des jobbers. Fait que c'était pour que les jobbers aient des gimmicks
au lieu de juste parler contre un genre, je sais pas moi, Jason Janson, mettons, qui n'a pas de gimmick, qui fait juste avec des bobettes rouges, puis d'avoir qu'il y a vraiment une gimmick pour se faire battre, qui soit plus dans l'époque. Fait que il appelait ça le Kiss of Death 5. Ouais, ben, tu sais, les deux plus connus, c'est Sabaton Sensei puis le Goon, là, vraiment que les gens vont plus se. Ben, Sabaton Sensei, je suis pas certain, mais en tout cas, moi, mettons des 5, c'est les deux que je connais le plus. Sabaton Sensei, on en a parlé une couple de fois depuis le début du podcast, qu'on fait le podcast. Il me semble qu'il y a une couple de fois qu'on a prononcé son nom, on en a jasé un peu. The Goon, ben, évidemment. Mais The Goon, The Goon, il ressemble à Alain Chantelois, c'est malade. C'est vrai, hein? Wow! C'est calice. Le baron vous répond. Puis je l'ai acheté, ce bonhomme-là, de Goon, à un moment donné. Je pense que c'était avec toi à Toronto. Ça se peut pas avec toi, mais non, peut-être pas avec moi, je pense. Non, OK. Puis je l'avais juste mis dans le shop. Puis je me souviens, tu avais ouvert ma valise à un moment donné, puis il y avait de Goon. Tu as fait, voyons, pourquoi t'as acheté de Goon? Ben, il y avait juste celui-là. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Ouais, mais c'est cool. Il y a ça. Puis rapido, ça va passer au prochain gimmick. Ben, c'est ça. Ben, Freddie Joe Floyd, il avait battu JBL quand il était avec Justin Hawk Bradshaw. Le Goon puis Porto, ils auraient fait de spécial après ça, mais Salvador Sensei, il est resté. Puis après ça, il y a une gimmick, il y a un feud contre Mark Merrows qui avait dit t'es pas vraiment Salvador Sensei, t'es juste Tom Brandy, t'es un jobber, puis tout. Puis il avait gardé son vrai nom pour faire ça. Puis Tony Anthony, qui était T.L. Hopper, plus tard, il est resté pour être Uncle Cletus avec les Godwins quand il était heel. Ah ouais, je me souviens de lui. Ouais. Mais Tom Brandy est quand même, c'est quand même une semi-renommée dans le monde de la lutte, là, dans le sens qu'il est connu quand même, là, pour un gars de sa trempe de jobber, entre parenthèses. C'est un gars quand même connu, je pense. Là. Ouais. Puis, je reviens sur The Goon. Là. Il a quel âge à cette époque-là? 45? Je sais pas. Il est parce que, quoique, je sais pas, mais si, bol. Me semble, que je vais mettre une gimmick de Goon à quelqu'un. Mon Goon ne ressemble pas à ça, là. Ben, regarde, il a 71 ans. Il a commencé, il est né en 54, fait qu'il est en 95, mettons. Là. Ça veut dire qu'il aurait 41 ans. C'est drôle, j'aurais mis le plombier, j'aurais changé le plombier avec de Goon, les deux gars. Ça fait plus. Mais la plus faire de Goon. Ouais, mais la craque de fesses. Ouais. C'est peut-être que de Goon n'avait pas la craque de fesses pour ça. Ça tombe bien qu'on parle de craque de fesses parce que c'est là que ça aurait resté ces gimmicks-là. Exact. Oh là là. Ça, c'est une big one, ça. Ça, c'est vraiment. Tu sais, quand on parle de mauvaises gimmicks ou de mauvais reveal, ben, c'est souvent ça que le monde va parler en premier. Là. Ça, c'est le Gobbledygooker en 90 au Survivor Series. Avant, toutes les semaines avant le show, il transportait ce stuff-là non pété dans toutes les villes. Puis il disait qu'il était pour sortir dedans. Il y avait la spéculation. Puis quand c'est arrivé le jour même, c'est ça qui est sorti. Puis c'était le Hector Guerrero, le père, le frère d'Eddie Guerrero qui a fait la gimmick. Puis, qu'on a vu par la suite à WWF. Ouais, il y avait une couple de fois, il fait des apparences. Là, ouais. Non, il y il y avait un turkey à TNA, mais c'était pas le Gobbledygooker. Non, je parle pas de. Je parle d'Hector. Ouais. Il était commentateur maintenant, je pense, à TNA. Là, il montrait souvent avec LAX qui était avec eux autres. Là. Puis non, fait que c'est ça. Puis quand tu vois le segment, ben, la foule eut quasiment automatiquement quand c'est ça. Là, puis tout. Là. Puis ça, c'est ce qui est pas là-dedans, c'est que c'est la même soirée que ils ont sorti l'Undertaker. Il a fait son début sur la Raw Series. Là. Fait que, même que je pense qu'il a déjà dit Taker que dans le build-up, il pensait qu'il n'y avait pas que ce soit lui qui sorte de là et qu'il mange la hit. Oui, parce qu'il l'avait appelé puis il avait dit. C'est quoi qu'il avait. Il l'a raconté plein de fois. Là. Il l'avait appelé au téléphone puis il avait dit j'ai un plan pour toi, j'ai une gimmick, quelque chose. Puis ça, c'était déjà en cours pendant quand il a appelé Taker. Puis il a dit tu vas t'appeler The Undertaker. Ouais, c'est ça l'histoire. Il dit j'ai trouvé ton personnage, tu vas t'appeler The Undertaker. T'acceptes-tu? Là, Taker, il avait dit oui parce que il voulait un job. C'est ça. Mais après ça, de plus qu'il avait dit oui, plus qu'il pensait à ce que ça soit lui dans l'œuf, puis il voulait vraiment pas que ça soit lui. Puis finalement, c'était pas lui, puis il était tellement soulagé. Mais tu sais, en même temps, là, c'est un peu comme quand Dan Housen a débuté. Là. Le monde qui pensait que ça allait être quelqu'un. Puis tu sais, Dan Housen, à la défense de son arrivée, dans une boîte de même, ça aurait pu être quelqu'un de semi-main eventer, mais
Tu sors d'un œuf, là, tu t'attends à quoi? Tu n'auras pas Ric Flair qui va sortir de l'œuf. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ça sera pas Sting. Là. Non, c'est sûr, je comprends. Fait mais que, bon, c'est ça, souvent, les reveals qui arrivent, c'est que tu peux être déçu 3/4 du temps avec ça. Qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est sûr. Là. Ouais. Puis même WWF, WWE, dans leur montage vidéo, souvent, ils ont fait beaucoup d'autodérision avec ce reveal-là. Ils en parlaient souvent, même dans les pires affaires. Puis dans le temps qu'il y avait le network, là, les fameux top 25 des pires affaires, puis des trucs comme ça. Là. Ouais, absolument. C'est ça. Yes. Oh, celle-là est intéressante. Moi, là, t'as bougé des affaires. Ouais, parce qu'on parlait de CW et des reveals plus proches. Là. Ouais. Parce que ça me fait beaucoup rire, ça. Puis en plus, on l'a déjà eu en entrevue, fait que c'est encore mieux. Là. Ouais. On va commencer par lui d'abord. C'est 3 gimmicks de WCW. C'est le Shockmaster qu'on voit avec le Master Trooper. Il y a le Renegade qui était le Rip-Off Warrior. Puis il y a le Yeti qui était de John of Doom. Fait que, on a parlé tantôt. Là, Tugboat, on l'avait en entrevue. Puis il devait parler de ce moment-là. Puis souvent que c'est des jokes de même qui. Tu sais, il était pas fâché. Il disait c'est arrivé. Fait que je peux pas vraiment me cacher de ça. Fait que c'est plate, mais c'est arrivé. On l'a déjà dit, mais je veux le mentionner pour les nouvelles personnes qui vont nous écouter ou qui vont tomber sur ce podcast-là. Quel homme gentil. Ouais. Il nous a mis à l'aise là, dès le départ. Il nous a fait des jokes. Honnêtement, là, ça a été, mettons, au niveau humain, là, je pense que c'était mon coup de cœur des personnes que j'ai rencontrées à date. Là. Vraiment gentil pour un chic type qui disent. Vraiment, vraiment. Ouais, fait que la gimmick, c'est ça qui est arrivé. Mettons, il a fait son entrée, puis il devait sortir à travers un mur. Puis malheureusement pour lui, dans la pratique, il a fait clair, puis il était correct. Mais entre la pratique et le vrai segment, le gars, il a arrangé ça, puis il a mis genre une planche dans le bas. Fait que quand il est sorti, le haut a tombé, puis le bas n'a pas descendu. Fait qu'il est comme trébuché, puis son masque a tombé, il roulait un peu plus loin. Puis il y avait Sid qui riait, puis tout le monde il y avait le Bulldog. Savoir c'est le Bulldog Sting, il y avait Sid, puis Harley Meat. Mais tu sais, pour vrai, même s'il tombait pas, c'est pas une gimmick qui aurait tout cassé, là, à part le mur. Non, c'est sûr. Fait que, c'était comme ça serait être un gros reveal aussi pour le match, parce qu'il devait être un lutteur sérieux là, quand même. Là. Fait que c'est ça. Puis après ça, par la suite, après ça, ils ont changé sa gimmick pour un gars qui était un peu clumsy, là, qui était un peu maladroit, là, parce qu'à cause de ça, il y avait Run Over the Ball. Puis c'est dans une des affaires, là même, je pense qu'il y avait Cody Rhodes, quand il était jeune, on l'avait vu à la TV à cause de ça, je sais pas trop. Là. Ouais. Parce qu'il hang out backstage avec son père, là, puis c'est vraiment intéressant. Mais moi, là, pour vrai, pour faire la recherche pour ce podcast-là, l'affaire que j'ai le plus écouté, j'ai écouté des podcasts, là, je t'ai envoyé des photos, là, des podcasts de top et d'affaires de même. Puis l'affaire que j'ai le plus réécouté, genre en boucle puis des vidéos, c'est genre Renegade, là, le rip-off d'Ultimate Warrior. Là. Asti que je trouvais ça drôle, là, c'est tellement con, mais en même temps, il est quasiment plus genre, je l'aime quasiment plus que Ultimate Warrior à WCW, tellement que... la musique était crissement bonne, en tout cas, ça, il faut que j'y donne. Là. Ouais. Mais tu sais, des airs peinturés ses bras puis d'en face, c'est tellement con, là. Ça fait tellement bébé comme gimmick, là. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, puis disons que c'est Rip of the Warrior solide. Puis ce qui était à place là-dedans, c'est que WCW, genre au début, il faisait comme si c'était pas être le vrai Warrior. Là. Il obstruait la vue puis tout ça pour qu'on voit que c'est lui, puis il avait le même physique. Puis il disait, je pense que c'est Hogan qui a dit, je vais amener le Ultimate Surprise. En disant Ultimate, tout le monde pense, c'est le Warrior, mais non. Fait que, il y a quand même une bonne run pour le talent qu'il avait. C'est quand même un jeune lutteur aussi, fait que c'était pas comme s'il était un vétéran de 15 ans qui arrivait et qui avait enfin sa chance. Là. Puis, ouais, parce que après ça, c'est après le personnage à WWF là, qu'on l'a connu un peu plus là, avec Earthquake, entre autres. On parle de qui, là? Là, tu parles de qui, là? Bon, je parlais de Renegade, moi. Ah, ok, je pensais que tu parlais du gars qui faisait le personnage. Non, je parlais de Tugboat. Non, je parlais pas de lui. Ok, excuse. Non. C'est ça, c'est juste pour dire ça. Puis l'autre gimmick, c'est comme on va en parler dans pas long. La prochaine slide, c'est pas mal où est la faction qu'il y avait. Là. Mais c'est le Yeti! Ça, c'était comme une genre. Il appelait ça le Yeti, puis c'était une momie. Puis quand il a fait ça au début, il est sorti d'un cube de glace. D'un iceberg. Fait que
je sais pas quoi le lien ou entre chaque affaire. Là. Un iceberg, une momie, puis un Yeti. Je sais pas c'est quoi le lien, là, mais en tout cas. Mais Tugboat aussi, c'est un autre gimmick. Là. Il n'est pas là-dedans, mais. Oh ouais, mais je l'ai pas mis parce que on aurait pu faire juste une affaire sur lui, mais je trouve ça correct. Tugboat quand même comme gimmick. Ben oui. Il a quand même été dans un tag team, puis il a eu ses bons moments à WWF, là, je trouve. Là. Fait que c'est ça. Puis le Yeti, il a fait son apparence au Halloween avec 95. Puis tout le monde l'a vu, sûrement peut-être déjà vu qu'est-ce qui est arrivé. C'est qu'il il est arrivé dans le ring, puis c'était le Giant qui avait Hogan en prise de l'ours. Puis il est arrivé en arrière d'Hogan, puis il a comme genre humpé comme s'il couchait avec. C'était comme comique un peu. Puis c'est ça. Puis ce gars-là, celui qui faisait le Yeti, ben, plus tard, on l'a vu, ben, il avait une couple d'apparence en tant que Super Ninja, qui était le déguisant ninja qu'on ne voyait pas sa face. Mais le plus de monde va se rappeler sûrement de lui en tant que Reese dans la Ribbons Flock. Ouais. Ben, on se souvient plus de lui parce qu'il était dans le jeu de Revenge. Là, mais... Ouais, c'est écœurant. Pour vrai, moi, Revenge, là, ça m'a permis de connaître des lutteurs que j'ai jamais vus à la télé. Absolument. C'est ça qui est fou là-dedans. Ouais. Fait que là, tu parlais de clan tantôt avec de Yeti, là, mais ça. Et c'est pas. Wyatt Six, ça va son temps, ça? Voilà, ouais, tu sais que c'était bon dans le ring quand même. Les autres là-dedans, il n'y a pas grand bon lutteur là-dedans à part Earthquake puis Ming, peut-être. Là, ouais. Puis encore là, c'est pas c'est pas des dieux de la lutte non plus. Là, fait que... Non. Hey, Kamala, alright. Mais ça, c'est vraiment de la merde, là, dans le sens que ça a été juste fait là parce que Hogan avait besoin du monde à battre puis qu'il voulait faire la formule des années 90 WBF au début. Où c'était juste des gros bonhommes comme les King Kong Bundy puis Big Boss Man puis One Man Gang, tout ça. Earthquake était là-dedans aussi. Là, il a eu rébellion contre Hogan. Là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que d'abord, c'est tout le monde que Hogan connaissait d'avant qui était à l'aise à worker avec eux autres. Fait que c'est pour ça que tu vois là-dedans, tu vois Earthquake puis Zodiac. Là. Zodiac qui est Beefcake, là. Ben, Beefcake, maintenant, on fait sa biographie, fait qu'on va pas tout parler de ses gimmicks qu'il a faites, là, mais oui. oui. On aurait pu faire juste une slide sur lui, là. Fait que on va regarder des émissions pour d'autres choses. Le gars, là, il avait les bons contacts puis il était à la bonne place parce que ce gars-là, ben, sa carrière de lutte aurait pu finir très rapidement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Dungeon of Doom, ben, c'était pas la pire affaire, là, mais c'était pas loin. Dungeon of Doom ou bien Corporate Corporation? Ouais. Moi, j'aime mieux Dungeon of Doom. Non, tu peux pas. C'est impossible. Mais là, ça part Bam Bam, pas grand monde de bon à Minority Corporation. Non, tu peux pas aimer Dungeon of Doom avant les autres, là. Voyons donc. Mais eux autres sont pas faits pour gagner des belts, pour avoir l'air menaçant, ils sont là pour courir les pètes comparativement à tes autres jambons qui sont là, sont être sérieux et être bons. T'sais. Là, on va parler d'un gars contre qui tu t'es déjà battu, TJ? Mais non, c'est pas lui, c'est Mentor, c'est pas Mentor. Ah, ok, c'est pas Mentor, ok, excuse. Mais non. Fait que ça, c'est Mentor, ça c'est 95 à WBF, peut-être 94, début 95 à peu près. Là. Puis non, c'est ça, bon, on le voit là, c'est à moitié homme, à moitié taureau. Bison. Pas taureau, hein. Bison, taureau. Ben non, bison, on peut dire ça. Minotaure, en fond. Exact. Puis il y avait, comme manager, il y avait Jim Cornette. Puis ça, c'était un rib pour Jim Cornette pour le niaiser parce que c'est une gimmick de même, ça ne peut pas être sérieux. Fait qu'il disait, on va mettre Cornette avec pour faire chier. Tu ris, mais c'est pas la pire gimmick, ça, je trouve. Moitié homme, moitié taureau. Ben, avec le setup que tu as, oui. Là, parce qu'au début, je pense son premier match qu'il a fait, je pense que sur on met la photo 2 secondes. Tu sais, l'affaire que tu vois, la tête de bison, là, je pense qu'il était avec. Ok, non, mais non, tu luttes pas avec. Tu fais ton entrée avec, c'est correct, là. Puis il était avant que la cloche sonne, il était dans son coin de ring, puis il bougeait ses pieds comme si c'était pour le foncer dessus, là. Ouais, mais je pense qu'il avait blessé quelqu'un avec ça aussi à cause de sa corne, là, me semble. J'avais vu une histoire là-dessus, là. Ah, ça se peut. En même temps, sûrement que c'était plus en combat avec d'autres choses aussi, c'est pour ça qu'il l'a enlevé, là. Puis non, ça c'était... Puis le gars il était pas mauvais, mais il était pas bon non plus, là. C'était un gars bien normal, puis... on l'a vu le couple de fois par la suite après sa gimmick-là avec la Truth Commission. Au début, il était dedans, ça n'a pas été bien long, ça n'a pas duré bien longtemps. Puis il était là aussi comme bodyguard de Goldust un soir contre le Warrior. Là. Okay. Mais ça fait plus. Le Truth Commission, le gars, il ne fit pas là-dedans. Là. Il y avait un masque. Fait que tu voyais, savais pas que c'était lui. Non, je sais, mais je parle physiquement non plus. Mais je reviens au taureau. Moi, je pense que
Je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Je te dis pas qu'il aurait dû être World Champion, là, mais avec un manager un peu plus. Cornette fitait pas avec lui. On s'entend que c'est vraiment juste pour la blague. Là. Mais je pense qu'avec un manager un peu disjoncté, ça aurait pu donner quelque chose de pas pire. Je sais pas. C'est un des moins pires gimmicks que j'ai vu à date, honnêtement. Là. C'est drôle, beaucoup de monde dirait le contraire. Non, je sais, mais je suis pas en train de te dire. Mais c'est vrai que je me souviens de ses matchs, par exemple. Il était pas bon dans le ring. Tu le verrais-tu contre Taker à WrestleMania, mettons? Ben, honnêtement, lui ou Giant Gonzalez. Giant Gonzalez parce qu'il est grand, là. S'il était pas 7 pieds 5, ben j'exagère, il était même pas 7 pieds 5, là, mais il était 7 pieds quoi, 2? Hein? Je sais pas, c'est pieds 4, je sais pas. Mais, mettons, avant. On en reparlera. On va y repenser. Peut-être que demain, j'aurai une autre opinion, mais en tout cas. Ça se peut. À la défense de Mentor. Ouais, c'est ça. Ça va durer 30 secondes. Ça, c'est évidemment, quand on parle de gimmick poche, ben, on pense souvent à lui aussi. Là. Ouais. Ça, c'est Terry Taylor, le Red Rooster, qui est encore à WBF, à WB, pardon. Je l'ai vu l'autre jour, il était dans l'affaire de LFG, là. Il était comme trainer là-bas. Là. C'est fou pareil qu'il soit encore là-dedans. Là. Je pense que le combo Terry Taylor avec la gimmick, je pense que c'est ça que pourquoi on en parle aussi souvent, parce que je pense que Terry Taylor méritait un peu mieux que cette gimmick-là. Pas le meilleur lutteur, mais je pense que. Non? C'est solide. C'est solide. Quand même. Fait que je pense que c'est plus pour ça qu'on associe. On l'associe à ça, puis malheureusement, les gens vont se souvenir plus de. Tu sais, les plus jeunes, là, vont se souvenir plus de Terry Taylor pour cette gimmick-là, puis pour évidemment les clips de ça qu'ils vont voir. Là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est simple. C'est Terry Taylor, au début, il a fait une couple de matchs comme genre Terry Taylor, puis ça n'a pas duré bien longtemps de cette affaire-là. Puis Bobby Heenan, après ça, il était à Prime Time Wrestling, puis il disait j'aime bien ce gars-là, il a peut-être un avenir, peut-être. Puis une couple de semaines après, ben, il est arrivé, puis il l'avait engagé. Puis, il avait, dans la prémisse de Heenan, c'était que je suis tellement bon comme manager que je peux prendre ce jambon-là, ce jobber-là, puis le rendre potable, puis il faire gagner une ceinture. Fait que c'est comme son. Puis il a vu, qu'il l'appelle Terry Taylor, t'es comme mon Red Rooster, t'es comme mon petit projet, mon petit poulet. Fait que c'est ça. Puis éventuellement, ben, il faisait genre le fameux concept du gérant qui abuse son poulain, puis qui l'engueule quand il marche pas, puis qu'il réduit dans son dos, puis tout. Puis à un moment donné, cette année, puis il a fini par se payer contre Heenan. Mais l'affaire qui est arrivée, par exemple, c'est que, tu sais, au lieu de faire genre. Après que ça feud contre Heenan, il dit, mettons, tu m'as traité de Red Rooster, mais moi, c'est pas ça. Moi, je suis Terry Taylor, je suis un lutteur. Mais il a dit, au lieu de dire le contraire puis d'arrêter de faire ça, ben, il a double down sur le Red Rooster. Il dit, c'est pas pire, ouais. Fait que je vais regarder ce nom-là, puis je vais devenir un coq, puis je vais mettre une crête de coq sur la tête, puis je vais marcher comme un petit poulet, puis c'est ça. Ouais. Tu vois, non. C'est ça. Tu sais, il y avait un beau look, une belle présentation, mais avec, en plus, il se mettait un petit coq sur la tête de couleur rouge. Là, fait que. Ouais. Puis disons qu'il n'y avait pas la gimmick, puis ça paraissait. Là. Ben oui, je comprends, mais j'aurais fait pareil moi aussi. Là. Ouais. Je sais bien, mais regarde. Des fois, il faut que tu fasses seulement ton opportunité pour avoir de quoi plus tard. Puis peut-être qu'après ça, ben, si ça marche sur Red Rooster, puis il dit, bon, on va devoir repackager quelque chose de meilleur que ça, peut-être ça aurait pu l'aider. Mais bon. Ouais. Mais je pense que j'aurais été d'avis de Terry Taylor là-dessus. Mais check aujourd'hui, il travaille encore. Fait que... ouais. Oh yes! Ça, j'avais hâte aussi. Ça, c'est toi de tes bébés, celle-là, que tu t'as proposé. Là. Oh oui, ça, c'est bébé. Ouais. Ben, veux-tu commencer par ce vidéo, là, qui est le stalker, qui est Barry Windham? Ben, Barry Windham, je sais qu'on n'en a pas parlé souvent au podcast, mais c'est l'oncle de Bray Wyatt. Absolument. Ouais. Fait que. Ouais. On parle de lui, on va pas faire un parallèle. Non, mais j'allais dire que Barry Windham, c'est poche de voir Barry Windham avec une gimmick de même quand tu sais que c'est quand même un gars important et qu'il a quand même une legacy, une bonne legacy dans le monde de la lutte, puis que, mettons que s'il était juste en Barry Windham, ça faisait l'affaire. Mais tu parleras de l'autre après, mais Chris, que la guitare du gars, je la veux. Ouais, je sais. Je la veux, cette guitare-là, man. Wow! Fait que ça, c'est Man Mountain Rock, qui était à WCW avant qu'il soit là en tant que Max Payne, qui était le partner un peu de Kevin Sullivan puis aussi de Cactus Jack, qui luttait souvent contre les Nasty Boys en feud.
Fait que c'est lui qui est arrivé à WWF, puis il y avait le gimmick de gars de rock. Là. Fait que souvent, avant ses matchs, il jouait sa tune avec la guitare, puis des fois, il faisait l'hymne national américain avec sa guitare avant le début du show, puis tout ça. Puis fait que c'est pas mal ça. Puis en bas, le tag team, c'est Techno Team 2000, Travis et Troy, qui était Chad Fortune, puis Eric Watts, le fils de Bill Watts, le booker célèbre. Puis là-dedans, ce qui est drôle, si tu veux un fun fact, là, c'est que le gars Chad Fortune, pas Eric Watts, mais Chad Fortune, à WCW, il avait battu Bill Goldberg dans ses premiers combats. Ah ouais? Ouais, mais dans des dark matchs. Là. Ouais. Ah ouais. Ouais, fait que quand il dit Goldberg est undefeated, oui, à la télévision, il l'était, mais il a fait une couple de dark match avant ça, puis il avait perdu 2-3 fois contre lui. Fait que... Puis ça, là, les technos, là, c'est en quelle année là, exactement? C'est 95? 95? Ouais. Fait que t'as eu eux autres, t'as eu LOD 2000 après. Ouais, mais LOD 2000, au moins, c'était LOD, tu sais, tandis que l'autre, c'était juste deux gars nowhere. Puis c'est les mêmes couleurs, par exemple, que LOD. Puis quand je dis que Bill Watts, c'était évidemment le père d'Eric Watts, ben c'était dans le temps que Bill Watts travaillait à WWF. Fait que, mais Eric Watts a fait d'autres choses après. Il a continué à lutter quand même après. Il était à TNA. Il était quand même, le début de TNA, il était là quand même souvent. Là. Il y avait une gimmick, c'était le GM aussi. Puis il était souvent avec Goldilocks, ça fait la même. Mais oui, il était là. C'est ça, c'est ça. C'était à TNA que je l'ai vu parce que ben, je connais Eric Watts et Bill Watts, évidemment, là, mais Eric Watts, j'avais eu souvenir de l'avoir vu ailleurs, parce que c'était à TNA. Ouais. Fait que voilà, puis bon, on revenait un petit peu avant de finir au Stalker, ben c'est ça, c'était Barry Windham qui était le Stalker qui était dans les bois, puis il regardait le monde, ça. Puis disons que puis Barry Windham, là, rendu à 96, c'était plus le Barry Windham d'avant, là, fait que disons que le meilleur était derrière lui, fait que c'était comme poche, un moment donné, il avait juste enlevé le facepaint, puis il l'appelait Barry Windham, puis c'est ça. Mais la gimmick de Stalker qu'on a vu un peu avec DDP après pour. C'était plus pour Taker, c'était pas la gimmick en tant que telle, mais c'est un peu comme ça qui est arrivé. Mais une gimmick de Stalker en tant que telle peut marcher, mais il faut juste pas que tu peintures le gars en guerre avec un maquillage de même. Là. Mais je pense que ça pourrait être une bonne gimmick, mais il faudrait la travailler. Là. C'est juste que rendu dans le match, c'est quoi que tu fais? Faut que tu sois un bon lutteur quand même, faut qu'il y ait quelque chose qui vienne avec ça. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour Windham. Là. Puis il y avait WWF un petit peu avant ça aussi là, en tant que Widowmaker, mais ça aussi, ça a duré pas longtemps, dans les 90. Voilà. Widowmaker, wow. Ouais. Oh là là! Un homme pas chanceux, ça. Quoique, en même temps, je dis ça, puis on va s'en rappeler. On t'en s'en rappeler plus tard. Ben là, tu fais pas de body shaming sur le podcast quand même. Là. Mais non, mais là, tu sais, tu check ses gimmicks, puis... ouais, surtout la dernière, là. T'as le goût d'y donner ça, là. Ouais. Fait que ça, c'est Mike Shaw qui était... dans le temps, il était à Stampede Wrestling au début de sa carrière. Avec, il était souvent contre Owen Hart, faisait des bons matchs avec lui là, en tant que... Parce qu'il était quand même plus agile qu'il a l'air, là. Tu sais, oui, vers la fin, il était pas pantoute, là. Mais au début de sa carrière, il était pas mal plus agile. Un peu comme genre, mettons, je te dirais, One Man Gang Wacky, dans ce style-là. Là. Puis ça avait un gimmick qui était Norman de Lunatic. Puis il était genre emprisonné, puis il était comme avec Teddy Long comme handler qui avait les menottes puis qui le menaçait. Un peu comme Heenan puis Rooster, dans le sens qu'il abusait son poulain. Là. Puis après le match, puis il mettait les menottes, tout ça. Puis c'est comme un peu de Eugene aussi, on dirait, dans le look. Là. Ouais, mais c'est drôle parce que Eugene, mettons, on l'a connu comme... on va en parler de Eugene bientôt, là, dans un des podcasts. Mais Eugene, là, si tu l'avais mis, mettons, c'est sa gimmick qu'il avait puis qu'il perdait un peu la tête, il aurait pu avoir ce genre de gimmick-là, puis genre perdre le contrôle puis être heal un peu, ou bien juste être un monstre, là, mettons. Il a été un peu, il a tourné heal maintenant dans le WF. Ouais, mais je veux dire, comme ça, là, ben, puis il ressemble un peu le tueur en série Picton, pas le lutteur, là, qu'on se crisse un peu, là. Mais je parle plus du... Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il voulait faire, peut-être, là. Oui, ben c'est un... Ouais, dans ce temps-là, oui, je pense que oui. Là. Ouais. Puis après ça, après ce gimmick-là, il est devenu un trucker. Trucker Norm, qui s'appelait. Fait qu'il s'est conduit un camion et tout ça. Mother Trucker. Ouais, rien à serrer là-dessus vraiment par rapport à ça. Puis après ça, il était à l'UF en 93. Puis c'est là que le monde se rappelle plus de lui parce qu'au début, il était Friar Ferguson, qui était comme un monk là, d'église.
Il y avait sa gourde, il y avait sa petite canne pour se promener en bois, puis ça. Puis sa gimmick, c'était comme, son finish, c'était comme qu'il mettait sa robe par-dessus la tête du gars, puis il tombait sur sa face avec, en tout cas. Il a l'air d'un gars qui aime les enfants sur sa photo, en tout cas. Puis ça, fait qu'il a fait un match à Raw qui avait gagné. Puis la semaine d'après, il a confronté Bam Bigelow. Il a fait un save contre un jobber. Puis que Bam Bigelow pète après le match. Puis il a fait un genre de run-in pour faire ça. Puis c'était comme. Il était censé faire un match contre lui. Mais il y avait eu des plaintes des églises catholiques de la région. Puis que c'était blasphème d'avoir cette gimmick-là. Puis tout. Fait qu'ils ont mis ça sur le back burner. Puis une couple de semaines plus tard, ben c'est ça. Il est revenu en bashing Booger. Puis c'était comme un gros dégueulasse qu'il mangeait pendant ses matchs, après ses matchs. Puis son finish, c'était Welcome to the Batcave. Puis il faisait la même affaire qu'il faisait faire Ferguson, mais sans la robe. Il fait juste une petite danse, puis il tombait sur la face du gars. Il tombait sur ses genoux, puis il tombait genre l'entrejambe de la face du gars, puis il tenait le gars de même. Là. Mm-hmm. Classic stuff. 100%. Puis 100%. Puis il y avait aussi dans son cou, son soute était tellement serré qu'il y avait une bosse dans son cou. Puis Mané voulait faire genre une gimmick de Quasimodo avec lui un peu. Là. Fait que, dans le sens qu'il ne pourrait jamais perdre de match parce qu'il serait tout le temps hors du tapis parce que son affaire, ses straps pousseraient son gras pour que les épaules ne soient pas à terre. Là. Moi, je me souviens, Booger, quand il passait, quand je le voyais à TV ou que j'avais eu un match sur une cassette ou peu importe, j'avançais ses matchs ou j'écoutais pas les matchs. J'étais pas capable. Il me levait le cœur là, il est dégueulasse. Pour vrai, c'est un des me faisait peur quand j'étais jeune, moi, ça. Ben, à côté de lui, Kamala, j'ai quasiment le goût d'aller lui faire un câlin. Tellement parce qu'il arrivait, puis il mangeait sa bouffe, puis le caméraman est direct dans sa face, en montrant qu'est-ce qu'il y a dans la bouche, c'est dégueulasse. Mais tu sais, il y en a là, des fois là, que tu regardes là, puis que tu sais qu'ils sont pas propres. Là. Ouais. Ils ressemblent à ça. Ouais. Il a fait une coupe d'affaires, une coupe de match quand même pas pire. Ben, pas pire, là, mais une coupe de match contre. Il a lutté contre des gars comme Razor Ramon, comme Crush, contre Marty Jannetty. Puis il gagnait pas souvent. Il a fait un tag team avec Big Brother Manley contre les Smoking Guns, puis ils n'ont pas gagné. Puis l'affaire la plus. Pas intéressante, là, mais quand il était pogné contre Crush, ben, c'était dans le build-up qui peut slammer Yokozuna sur l'Intrépide, USS Intrépide dans le 4th of July. Puis il avait pris Crush, puis il avait slamé genre Booger 3 fois de suite pour montrer comme quoi qu'il avait une chance de le faire contre Yokozuna. Puis c'est ça qu'il avait fait comme build-up pour le Body Slam Challenge. Là, fait que c'est ça. Crush, c'en est un que probablement on va faire sa biographie à un moment donné. Ouais. Ça, puis le fameux match de Survivor 93, quand il était avec les Shrinkers, puis Bigelow contre les 4 Doink, là. Men on a Mission, puis Bushwhackers, là. Ils étaient dans ce match-là aussi. Là. Tu viens-tu quand Adam Bomb a attaché les pieds de Macho Man Randy Savage à WrestleMania, puis qu'il l'a pendu? Non, c'est Crush. Ok, parfait. Ouais. Fait que voilà. Oh, le prochain. Démonte, oui. Prochain, c'est intéressant quand même. Ben, oui puis non. C'est drôle que tu parles de Crush, par exemple. C'est vraiment drôle que tu parles de Crush. Pourquoi? Ben, check la photo en haut, où qui sont les 5, là. Le gars dans le milieu, c'est Kiss Demon. Tu trouves pas que c'est Crush, ça? Ben non, Kiss Demon, il est à droite. Non, Kiss Demon, dans la photo du haut. Ouais. Dans le gars dans le milieu, là. Vraiment le gars dans le milieu. Ah, ok, avec Kiss, là. Oh ouais, les 5 gars, je t'ai dit au début. Avec les vrais Kiss Wire, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est Crush, c'est Bryan Adams, ça. Mais oui, c'est pas le même. Tu le vois tout de suite que c'est pas le même. Parce qu'au début, c'était censé être lui, mais il voulait pas faire la gimmick, fait qu'il a donné ça à quelqu'un d'autre. Mais au début, c'était lui la première fois, là. Ah ouais. Ouais. Puis ouais, à un moment donné, je le comprends aussi parce que tu t'en vas vraiment jouer dans une zone où Kiss, c'est Kiss, là. Je veux dire, c'est ça. Fait que, ben vas-y avec ça, moi je vais te parler après ça. J'ai une couple d'affaires sur lui, tu le sais, là, je le connais bien. Ben pour c'est ça, c'est que ils ont pris le gars qui ont pour faire la gimmick de lui. Après, c'était Dale Torborg, qui était le fils de Dave Torborg, un ancien gérant des expos, je pense, je me trompe pas. Non, le fils de Jeff Torborg. En tout cas, peu importe. C'est Jeff Torborg, c'est pas un gérant des expos, ça? Ouais, il a managé les expos vers la fin avant que les expos déménagent. C'était un des derniers managers à Montréal. Puis, évidemment, lui,
il a continué un peu la legacy de son père. Il a fait un documentaire sur son père qui est disponible sur YouTube, là, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en début d'année 2026 ou fin d'année 2025. Là. Il était allé à Boston Open pour en parler. Puis c'est disponible sur. Je ne me souviens pas, c'est quoi le titre, là, si je peux le retrouver, je vous le redonnerai pendant le podcast, mais il a fait ça, puis il a reluté récemment, lui, il est remonté sur les indépendants, il a refait un match il n'y a pas longtemps. Non. Il a fait C'était. une Battle Royale à TNA, il a fait un Gauntlet for the Gold un moment donné à TNA il n'y a pas longtemps. Ça se peut, mais il a fait un match sur les indépendants aussi, un match, c'était un match hardcore ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était son match de retraite, là, si je ne me trompe pas. Fait que, allez voir ça, allez le suivre, là, Dale Tolbert, là, je pourrais aller chercher un peu sur ses réseaux sociaux parce que. C'est-tu A Wonderful Baseball Life, le film? Ouais, exact. Okay. Ouais, c'est ça, 2025-2026, au début 2026, hein, sur YouTube. Ah, j'ai pas vu la date, mais oui, je pense que c'est ça. OK. Fait que c'est quand même cool parce que veut pas, il fait un peu partie de l'histoire de Montréal puis de ce qui nous entoure, mais à la base, lui, si je ne me trompe pas, il travaille encore pour c'est-tu les Dodgers? Je pense que oui, je pense que pour les Dodgers. Il a toujours œuvré dans le baseball après, là, peu importe quoi. Là. Il n'était pas comme manager ou tout ça, mais il travaillait dans l'organisation des équipes de baseball. Puis si je ne me trompe pas, il est avec les Dodgers aujourd'hui. Il travaille encore pour les Dodgers de Los Angeles. Fait que c'est cool pour lui. On a eu du succès là-dedans. Fait que, ben, en lutte, il n'a pas fait grand-chose. Il y a une couple de rivalités contre ce que je me rappelle, là, contre Vampiro, puis aussi contre Norman Smiley. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, lui, comme tu as dit tantôt, il a pris la gimmick puis il a dit pour moi, c'est comme un hommage à Kiss parce que évidemment, c'était un gros fan de Kiss aussi. Là. Ben, c'est l'idée de Bischoff, ça. C'est Bischoff qui est un gros fan de Kiss. Hein. Ouais, ben lui aussi, le gars, c'était un fan de Kiss, là, Tolbert. Il a juste dit je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais tant qu'à le faire, je vais le faire à fond parce que je vais rendre hommage à Kiss. Puis ça m'a permis de rencontrer le groupe aussi. Fait que ça, c'est quand même cool. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, une carrière so-so, mais bon, moi, il était mémorable dans quelque chose. Ouais, exact. Ça, le prochain, c'est moi qui l'ai mis, là, parce que toi, je sais que tu n'avais pas l'air trop intéressé, mais c'est pas tant la gimmick que plus que le temps qu'ils ont fait pour nous faire perdre notre temps avec ça. Là. Savoir ce qui est arrivé, c'est que pendant au moins un bon 3-4 mois, fait minimum, il a fait des promos, des vignettes avec Emma qui devenait Emalina. Puis elle devenait plus, tu sais, avant, elle était plus genre funny avec sa petite danse, là, avec Santino, ouais, c'est ça. Puis maintenant, il voulait qu'elle devienne plus sérieuse. Fait qu'il voulait faire un throwback au diva de l'époque. Fait qu'il voulait la mettre vraiment genre sexy, genre en maillot de bain, puis il y avait beaucoup de vignettes comme ça. Puis quand c'est rendu le temps de faire le reveal, ben, t'es arrivé tout en belle robe, comme on a vu sa photo que tu as mis il n'y a pas longtemps. Puis t'es arrivé, vous avez vu la transformation d'Emma et Melina. Maintenant, soyez prêts de voir la transformation d'Emalina à Emma. Puis elle est partie, puis la semaine d'après, elle est revenue à Emma normale. Ouais, puis tu sais, elle, ce qui ne l'a pas aidé, c'est que elle, pour vrai, là, pour ceux qui ne le savaient pas, elle avait un beau succès à NXT à WWE. Puis après ça, ben, elle s'est fait pogner pour voler dans un dépanneur, là, elle volait. Puis c'était pas parce qu'elle n'avait pas d'argent, c'était vraiment une maladie. Là. Elle faisait comment? Elle faisait de même? Ouais, c'est ça. Puis après ça, il avait changé sa gimmick un peu pour faire référence à ça. Il l'avait mis comme avec des gants. Elle avait des petits gants noirs, puis il y avait des lunettes un peu de policière, là, si on veut. Fait que la gimmick était quand même cool. Là. Je trouvais que ça fitait bien avec elle en heel. Elle avait un bon potentiel. Mais je pense que cette histoire-là, par la suite, ça l'a comme vraiment coupé son momentum parce qu'elle avait vraiment un momentum. Là. Je pense que c'était comme the next big woman sur le main roster, mais ça a comme tout chié c'est ça, dans tout chié le reste. C'est elle qui était dans le premier tournoi pour la ceinture féminine d'NXT, qui avait perdu contre Paige en finale. Là. C'était vraiment un bon match pour le temps. Évidemment, c'est un match qui a été éclipsé par beaucoup de matchs de femmes depuis. Là. Mais pour le temps, le c'était comme un match baromètre, là, si on veut. Fait que non, c'est juste que, comme je t'ai dit, la gimmick, c'est correct, whatever, mais c'est que tu fais genre des vignettes pendant 3-4 mois, puis d'un coup, tu arrives, puis aussitôt qu'elle a fait son changement, tu remets comme on commettait avant. C'est comme une perte de temps. Là. Oui, absolument. Mais bon, écoute, puis elle aussi était là
à WrestleMania à Philadelphie. Elle avait sa petite table avec son mari, son ancien. Ouais. C'est qui déjà son chum, là? C'est Madcap Moss. Ouais, c'est ça. Fait que très jolie aussi, très talentueuse et très jolie. Donc, Puis parlant de Madcap Moss, t'as-tu vu la rumeur sur Baron Corbin? ouais, je vais te démentir cette rumeur-là tout de suite. Ah, il a dit c'est Busted Open, je te gâche. Je connais mon chum Bishop, puis ça arrivera pas. Tu veux pas l'avoir en Big Danhausen, c'est malade. Corbinhausen, ouais. Je pense que si ça arrive, je pense parce qu'ils ont donné un paquet d'argent. Ben, comme avec Zack Ryder, mettons. Peut-être, mais pour vrai, je pense pas. Moi, je suis juste content s'il revient parce que j'aime Baron Corbin, mais sinon, c'est ça. Ouais, mais techniquement, il est comme retire dans le sens qu'il pick and choose. Là, il veut vraiment être avec sa famille. S'il est là, ça va vraiment être pour une courte période de temps. Mais pour vrai, là, je m'excuserai si j'ai pas raison, là, mais je pense pas que ça arrive. Je suis plus Corbin depuis qu'il est plus à WWE. Je parle pas juste à cause de Busted Open, là, parce que j'aime ce que le gars apporte avec ses opinions tranchées. Là. Puis je parle pas juste de la viande parce que c'est un gars de barbecue. Là. Mais pour vrai, le gars, j'ai été surpris à quel point que j'aimais Corbin, là, mais peut-être pas autant que toi. Là, mais à l'extérieur de Corbin, ce gars-là, il est solide. Pour vrai, je l'adore à l'extérieur de la WWE. Fait que j'espère que pour lui, s'il veut y aller, OK, mais je pense pas qu'il a besoin d'y aller. Non, mais c'est juste parce que la rumeur était là, puis je me suis dit ce serait cool qu'il revienne pour faire de quoi. Là. C'est pas avec Danhausen, en tout cas. Bon. De toute façon, lui, je pense que ce. Puis je sais que les fans sur Internet sont pas contents de ça, ils veulent pas le revoir, là, mais en même temps, le monde connaît rien. Fait que... Ouais, plus de même. Oh là 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 là. Ça te disait rien quand je t'ai montré ça, quand tu as vu ça la première fois, hein? Ben, c'est. Je me souviens pas du nom, mais rappelle-moi lui, parce que je l'ai vu dans mes affaires. C'est Kizarny. Ouais. Je te l'avais envoyé en photo aussi. Ouais. Le premier batch que tu m'avais envoyé, ouais, il était dedans. Ouais. Puis, non, ça, Kizarny, ben, c'est ça. C'est un gars de cirque qui était dans les cirques, là, qui crachait du feu, des affaires de même. Puis, il parlait en carnaval, là, tu sais, le fameux quand le monde parle en tout cas, il finit par je sais pas, il finit par Bizarre, il va faire la même, là, en tout cas. C'est ça qui me fait penser aujourd'hui. Look it up, de aller comprendre ce que je veux dire, là. Parler corny, là. Il me fait penser au gars de la GPW qui était avec la Crow Familia, le nouveau, là. Adamos? Adamos, puis pour vrai, parenthèse, c'est un des gars qui a le plus de potentiel d'un jeune, je trouve. Il est solide. Ouais. Mais il me fait penser un peu à ça. Il y a comme un style un peu corny, on va dire ça de même. OK, ouais, ça se peut. Puis puis il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un match contre MVP qu'il avait gagné. Puis à part ça, c'est pas mal tout pour lui, là. Puis c'est un gars qui fait beaucoup d'indépendants aujourd'hui, là, qui s'appelle Sin Bodhi. Qui, je pense, si je me trompe pas, je pense qu'il sort avec celle qui était avec Julie Hart, Stacy de Cat Carter, je pense que c'est sa femme, là. Puis, ouais. Puis on voit souvent là, des affaires de costumes, des LGN costumes là, qui passent sur Internet. C'est ça qu'il fait beaucoup dans ses temps libres. Fait que c'est ça, pas mal ça pour lui. Là. Une couple d'affaires SmackDown, puis c'est pas mal ça. Là. C'est ça que j'aime de parler des vieilles affaires. Fait que des fois, je vais faire des recherches. Stacy Carter, je l'avais comme oublié, mais m'allais voir à quoi qu'elle ressemble aujourd'hui. Ouais, elle n'a pas tant changé. Est-ce que je cherche là? Non? Ben, elle est encore jolie, là, est-ce que je me souviens, là? Mais c'est ça, right? T'étais avec lui, me semble. Lui, il a comme un pinch blanc, là, c'est ça? Ben, à Star, oui, là. Je pense que oui. Ok, là. je pense que. Ah ouais, t'as raison. Pas. C'est bien. Cool. Tu vois, un potin comme Flash. Yes! Hey, hein? Il manque juste. Comment il s'appelait, hein? Herbie Moe. Ah, il est mort à Star. Hein? Je sais, c'est ça que je dis, mais en tout cas. Ok. Bon, parfait. Next. Oh. Ouais. Retribution, la fameuse faction dans le temps de la COVID à WWE. Puis ça a commencé évidemment avec ce qu'est la photo du haut, là, mais qui est marqué SmackDown sur le côté. Là. Il y avait une couple de gars du monde du PC en costumé qui arrivaient à faire le grabuge, péter des vitres. Un peu comme Nexus, un peu, là, dans ce style-là. Là.
Puis, Un peu comme. Il n'y avait pas une affaire à NXT récemment aussi, là, que. Dark une State, gang, là. Ils sont encore là? Ouais, mais c'est en site, je pense qu'ils sont en rivalité. Ben, ils sont pas en rivalité, mais il y a de la distanciation dans le groupe. Là. Il y a un des gars qui commence à être plus populaire que les Ça n'a autres. pas bien marché, ça. Ben, ça marche quand même eu des grosses victoires à NXT, là, mais non, c'est pas ça. Il a quand même battu les Hardy Boys pour gagner des belts par équipe. Là. Ben oui, les Hardy Boys sont rendus à 75 ans. Mais ça reste les Hardy Boys quand même. Je sais. Excuse, là, mais Je sais bien. C'est ça. Si Ric Flair fait un dernier match, tu vois Ric Flair, c'est Ric Flair pareil. Mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le fond, là, quand il se passe des affaires de même, là, des arrivées, c'est soit que c'est bon ou c'est pas bon. La première soirée est importante, mais ce qui est le plus important, c'est le follow-up. Tu sais, les Wyatt Six, la première soirée, c'était fou, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais c'était tellement gros qu'après ça, tu fais comme OK, mais là, parce que là, tu viens de détruire tout le monde, quasiment tuer du monde. Puis là, après ça, tu t'en vas faire un match, ça marche pas. Fait que c'est un peu ça, les reveals, tantôt, quand tu parlais de toutes les reveals qu'on a vus. T'attends quelque chose, t'es déçu. Je pense qu'il faut se garder la bonne vieille surprise, puis il faut surtout que le follow-up soit bon. Oui, absolument. Puis, regarde, ça, c'est une storyline où il y avait beaucoup de. Ben, les talents dedans, ça, ils sont. Je peux te mettre la photo 2 secondes si tu veux. Là. Les talents, on les voit. Là, il y avait Dijak, qui était le big guy, qui était surnommé T-Bar. Qu'on a vu souvent au Québec dans les dernières années. Oui. Au début, tu avais Mercedes Martinez qui était avec eux autres aussi, mais elle a fait ça m'intéresse pas de faire ça après genre 2 shows. Fait qu'ils l'ont enlevé. Ouais. Il y avait Dio Madden qui était Mace, qui s'appelait Mace, puis qui était, il est rendu maintenant massé avec MXM à AWP Ring of Honor. Tu as Slapjack qui était Shane Ace, je pense, qui était beaucoup au Japon maintenant là, avec New Japan, là, qui était avec TM61 ou aussi avec un autre partner. Puis tu avais Mia Yim aussi qui était là, qui s'appelait. C'était ça qui s'appelait Reckoning, je pense que c'est elle, hein? Ouais. Puis à ce temps, c'est Michin. Ouais. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, au début de la storyline, il y avait juste ces 4-là. Puis éventuellement, ils ont mis Mustafa Ali avec eux autres pour faire un genre de heel turn. Ce que j'avais trouvé vraiment cool à l'époque, je trouvais ça nice qu'ils le mettent comme leader d'un clan et que ça fasse de quoi de popper avec lui. Mais éventuellement, il était sur le bord, Mustafa. Il y avait des grosses victoires à un moment donné. Là. Puis en bout de ligne, il était juste là pas mal pour rounder les numbers, manger des volets contre les genre Earth Business, tout ça va de même. Fait que il n'y a pas de grand chose. Puis ça, c'est dans le temps vraiment de la COVID. Fait que c'est pas quelque chose qui était vraiment populaire à l'époque, mais malgré tout ce qui se passait dans ce temps-là. Là. C'était quoi le match que Ali avait gagné parce qu'il avait remplacé, je pense, Danielson ou Bryan, hein? C'est-tu Dan Bryan qui avait remplacé? Non, blessé? Il avait remplacé. Il devait dans le chamber avec tout le monde, mais c'est Kofi qui a pris sa place. Ah oui, c'est Kofi qui a pris sa place, c'est ça? OK, ouais. Parce qu'il était blessé, hein, c'est ça? Ouais. Puis après ça, plus tard, justement, avec Retribution, ils ont fudé contre le New Day, mais c'était juste pour qu'ils perdent, là. Ouais, parce qu'il était sur une lancée quand il était dans le chamber. C'était une grosse affaire pour Ali qu'il soit là dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis ça, Dijak, c'est aussi un talent que je trouve dommage qu'il soit plus à la WWE. Là. Il était très bon. Là. Mais il l'a encore. Là. Ouais, puis Ali a eu sa belle run là, quand il était retourné sur les indépendants. Il a fait une belle run. Il était à la TNA. Il ne pas à se plaindre. Et puis, il va être à Québec aussi contre Double D, Dylan Donovan pour Golden Opportunity. Fait que un banger assuré. Là. Ouais, fait que voilà. Es-tu prête pour faire la prochaine rapidement? Parce que moi, il faut que je vais aux toilettes. Ouais. Oh! Ben pourquoi tu veux que je fasse celle-là? Hey! Ben, passe ça à donne, je vais aux toilettes là. Au pire, faisant qu'il était à je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui. Il fait ça à la place, tiens. Bon, il me donne une gimmick que je sais pas c'est qui, c'était Tabarouette. Earthquake, qu'on avait vu qui a fait un personnage Golga, qui était avec les Oddities dans le temps. Earthquake qui avait été quand même qui a été quand même un gros contender dans les années 90. Tantôt, on en a parlé à WCW, là, ce qui avait été dans le Dungeon of Doom, que évidemment, ça n'a pas levé haut. Mais Earthquake, dans les années 90, avait été un des aspirants solides de Hogan. Fait qui était bien chum avec Hogan. Il a fait le tag team aussi avec notre ami qu'on a parlé tantôt, avec
J'oublie son nom parce que je peux le dire. Mais c'est pas grave, TJ va revenir puis on va en parler. Puis Golga, ben, il a fait cette gimmick-là avec un masque, avec les Holidays, avec Kurgan, entre autres. Donc, hey, j'ai oublié le tag team. Twin Towers? Twin Towers, merci. Ah là là. Fait que c'est ça pour Earthquake et Golga. Ben là, je t'ai rendu à Hakim avec sa chanson extraordinaire, TJ. La tune de Slick, là, vraiment plus que sa tune à lui. Mais oui, Ouais, Ciao So Bro, t'es écœurant, puis tu peux enlever la slide si tu veux. Là. Puis il arrivait, il arrivait éventuellement au ring et de même. Là. Des petits mouvements de danse avec Slick. Là. C'était balade. Moi, j'aimais ça. Je trouve que ça devrait même pas être là-dedans, ça. Non, parce que ça met de la belle couleur, puis en même temps, j'étais rendu, j'ai parlé d'Earthquake plus de Golga avec Holidays, là, mais j'étais rendu à Hakim puis le reste. C'est pas mal ça là, puis Hakim avec le team avec Big Boss Man, Twin Towers, ça avait beaucoup marché à l'époque. C'était genre, c'était comme le catalyste de la fin des Mega Powers là, qui avait fait le match contre eux autres à Science Main Event. Là. Fait que, il y a quand même une couple d'affaires intéressantes. Puis éventuellement, ben, c'est ça. Ils sont tagués avec Big Boss Man quand Boss Man a fait un face turn, mais il l'a battu, puis ça a été la fin de lui. Puis une couple d'affaires par la suite, mais rien de majeur. Là. Fait que, non, ben, c'était drôle, surtout avec Slick, puis la toune, qui dansait comme un. Avec le mouvement de poignet, c'était malade. C'était à toi de faire les deux autres, je m'en vais aux toilettes. Je reviens. Ah, parfait. Fait que celle-là, on va l'enlever déjà. Parfait, good. Le prochain, c'est ça. C'est voilà. Fait que c'est. On se fait tous des headbangers avec Headbanger Mosh et Trasher. Mais quand Trasher s'est blessé, ben, ça a laissé Mosh avec rien à faire. Fait que mon chum Vince Rousseau, on a interviewé une couple de mots au podcast, une couple l'année passée, dans le fond. On a parlé avec lui. Mais c'est lui qui a décidé ce gimmick-là. C'était Beaver Cleavage avec sa mère, si on veut. Puis c'était une parodie de l'émission des années 60, Leave It to Beaver, qui était avec un petit jeune qui était de même, puis c'était genre black and white comme à l'époque. Puis il avait parodié ça, mais ce qu'il laissait entendre là-dedans, c'est que c'était le monde disait c'est de l'inceste, c'est sa mère puis tout, mais Vince Russo a dit par la suite comme quoi ben non, vous êtes quatre, c'est juste une affaire comme quoi c'est comme un jeu de rôle entre eux autres, entre couples, mais les autres pensaient que c'est prenez ça au premier degré, mais si vous ne laissez pas le temps de l'histoire de continuer, ben c'est ça. Puis éventuellement, ben, après, fait une couple de vignettes comme on faisait souvent à l'époque. Puis quand il est arrivé, il a eu le temps de faire un match qu'il avait gagné contre Christian à Raw. Puis la semaine d'après, il est arrivé, puis ils ont montré une vignette, puis après ça, il y avait une promo avec lui. Puis là, il dit, il est comme genre breaky kayfabe, même si c'était arrangé dans le script. Puis il a dit, je peux pas faire ça, c'est niaiseux, puis tout. Puis là, il est comme parti en laissant tomber à gimmick. Puis la semaine d'après, il est arrivé en tant que Chaz, un lutteur bien normal, là, qui était eu le temps en boxeur avec un homme sourire dessus. Puis il avait laissé tomber la gimmick. Puis c'était comme genre tout le long, on vous a eu, c'est pas vraiment, c'était juste une storyline. Fait que voilà. Puis disons que après ça, il y a eu un angle avec comme quoi qu'il battait sa femme. Mais dans le fond, c'était pas vrai. C'est elle qui fait équipe pour qu'elle le mette dans le trouble. Puis c'est quand Trasher est revenu de sa blessure, ben, il a comme fait un segment GTV pour montrer que c'était un coup monté par elle puis par Sean Stasiak qui était meat à l'époque. Fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Puis l'autre d'après, ben c'est ça, c'est comme c'est une affaire qui n'a pas duré longtemps non plus. C'est Fantasio, le magicien, qui a eu quand même le temps de faire un match ou deux à WWF. Là. Un télévisé et un pas télévisé. Celui non télévisé, c'était contre Rad Radford, qui était Louis Spicoli. Puis le celui télévisé, c'était un jobber qui s'appelait Mike Bell. Puis dans le match, ce qui est arrivé, c'est que c'était un magicien. Là, il y avait genre dans sa bouche, il y avait les affaires pour enlever tous les fils et tout ça. Il y avait plusieurs masques. Il y avait le chapeau avec l'oiseau dedans, puis enfin dans même la baguette. Puis pour gagner le match qu'il avait fait, c'est qu'il avait pogné. Je pense que c'était ça. Il avait pogné les culottes de son adversaire dans son maillot pour faire comme c'est genre un truc de magie. Puis il a fait un roll-up au gars pour le battre. Puis après ça, il a enlevé les culottes du ref. Puis les culottes du ref, c'était des culottes rayées, genre en arbitre. Là. Fait que c'est ça la joke. Là. Mais l'affaire la plus drôle là-dedans, c'est que ça a l'air que dans le corridor, dans le gorilla position, ça a l'air qu'il a passé proche de mettre le feu partout dans le gorilla position. Puis Bruce Pritchard était là à l'époque, il travaillait là-dedans. Puis il était en tabarnak. Puis c'est ça qui a fait comme quoi qu'il n'a pas eu le temps de. Le push puis l'arrivée de WF s'est arrêté là-dessus.
Fait que c'est quand même drôle quand tu y penses, mais tu sais, s'il a fallu mettre le feu dans le backstage, c'est pas une bonne affaire pour lui. Puis tu sais, oui. Bruce Pritchard, un esti chat, lui, quand ça fait pas son affaire, il veut renvoyer tout le monde. Ben là, si t'es backstage dans un show de lutte, puis un gars peut passer, mettre le truc en fait avec ses affaires de niaiserie, tu l'aimerais-tu toi non plus? Toi, t'aimes pas le monde. Qui, là? Toi, t'aimes pas le monde parce qu'il savait pas à la main, fait que je veux pas penser qu'il arriverait s'il mettrait quelque chose au feu. Là. Question de respect, ça. Pas pareil. C'est ça. Fait que t'as aucune idée de Fantasio, toi, non? Oh oui, Fantasio, oui, ben oui. Mais c'est quand même cool l'affaire avec les ficelles qui sortent. Là. C'est une bonne mauvaise idée. C'est juste qu'on s'entend que ça ressemble un peu à The Crow, puis un mélange de The Crow, puis un mélange de Dusty Rhodes. Là. Pas Dusty Rhodes, Dustin Rhodes, c'est sa gimmick à WCW avec son paint blanc. Là. Tu l'as-tu mis dans les gimmicks, celui-là? Qui ça j'ai mis? Dustin Rhodes avec sa gimmick à WCW, là, sa gimmick d'horreur un peu. Là. Seven, non, je l'ai pas. J'y ai pensé, mais je l'ai pas mis parce que je voulais qu'on regarde pour qu'on fasse sa biographie éventuellement. Là. Ouais, non, j'aurais pas en parler, là, mais j'ai pas tout mis non plus ce que je voulais mettre, que j'avais pensé comme gimmick parce qu'on sera jusqu'à demain matin. Là, fait que... Ouais, il y en a en crise de gimmick, là, c'est quelque chose. Ouais, exact. Yes. Parfait. Fait que c'est pas mal ça. Prochain, on est rendu où? On est rendu à ça ici. Oups. C'est ça? Okay. C'est le ECW Zombie. Fait que voilà. on voit le lutteur sur le côté, qu'est-ce qu'il avait l'air après. Là. Il est comme générique as fuck aussi. Là, fait que ça n'a pas aidé. Là. Beau potentiel, je trouve, quand même. Là, quand on regarde ça, physiquement. Il y a une bonne shape, c'est ça. Mais c'est pas mal juste ça. Puis, fait qu'il a fait. Son apparence, c'était au show de la ECW. Le premier show ECW qu'ils ont fait en 2005, je pense, ou 2006, qui avait fait ça, c'était. Il y avait un segment promo dans le ring avant ça avec RVD, puis qui était champion. Il y avait eu une intervention de Edge puis Cena. C'était pour mousser leur rivalité qu'il y avait entre les trois. Puis le show après ça, il y avait une promo backstage où tu peux l'enlever. Parce qu'il y avait une promo backstage où Paul Heyman parlait à ses ECW Originals. Puis il disait comme quoi, il faisait un petit pep talk comme il faisait souvent backstage à ECW. Puis le premier lutteur qui a franchi l'entrée pour faire un match, c'était lui, l'ECW Zombie. Puis c'est ça, parce que ça a l'air que c'était une demande du Sci-Fi Channel, où ils mettaient le show de l'ECW de faire des gimmicks surnaturels. Fait que voilà, puis il est arrivé en zombie, puis il a fait une promo avant le match, puis tout ce que là, c'est crier comme un zombie. Puis c'était le cue pour que le Salman arrive, puis qu'il pète avec son kendo stick, puis qu'il le batte, là, puis c'est pas mal la fin pour lui à SW et à WBF aussi, là, WB. Ça me fâche, là, parce que ce qui est plate avec les diffuseurs de télévision, c'est que les networks, c'est qu'eux autres, ils ont l'argent. Puis la lutte, ben, tu as besoin d'argent. Tu sais, n'importe quelle compagnie, tu as besoin de l'argent pour survivre, tu as besoin de commanditaires, tu as besoin de tout. Mais après, si tu n'as pas ça, c'est que tu es comme obligé de te plier à des demandes comme ça, qu'eux, ça connaissent rien en lutte. Là, souvent, ils vont avoir un show sur le network, comme tu as dit. Là, ça pourrait être, mettons, on va dire Walking Dead. Ben là, comme WWE a fait un pay-per-view avec le film avec The Miz, là, c'était justement les zombies. Là. Fait que, qui étaient autour du ring. Là. Tu sais, des demandes de même, là, ça aide pas à rendre le sport crédible aujourd'hui. Je pense que pour que les bonnes personnes s'assoient avec le network et qu'ils fassent, écoute, on peut te mettre des sponsors, on peut te mettre des tags partout, on peut te mettre des annonces entre les matchs, tant qu'à faire les annonces de notre propre show. Là. À un moment donné, là, mettre ça dans une storyline. C'est pas un cirque. Là. Je comprends que c'est du théâtre, là, mais il faut que quelqu'un parle à un moment donné. C'est ridicule. Ouais, mais bon, ça va durer longtemps, cette affaire-là, je pense, malheureusement. Jusqu'à la fin des temps. Où est-ce que l'argent, tu te plies aux demandes puis tu acceptes parce que tu as besoin de l'argent pour survivre. Ouais, c'est ça. Next! Après les deux prochaines, il y en a une que je déteste vraiment beaucoup. Là. En tant qu'ancien joueur de baseball, Knuckleball Schwartz, là, lui, il me gosse un peu parce que ce qui me gosse, c'est pas nécessairement la gimmick de baseball, c'est plus le maquillage de la balle de baseball en face. Tu sais, tu parles de gimmick too much, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la face ou puis jusqu'à maquiller le gars, à moins que tu me dises que le gars était vraiment laid et que Vince il a dit mets-toi un masque parce que t'es laid. Ah, mais c'est parce qu'il voulait juste que ça soit, qu'il veut pas que ça paraisse, que ce soit Steve Lombardi, Brooklyn Brawler qui fait qu'il a mis ça.
Ouais. OK, Juste ça. c'était juste pour ça. C'est vrai que ça paraît pas. Vu de même, c'est pas tant. C'est drôle parce que ça, c'était dans l'époque de la grève du baseball en 94, là, la fameuse grève qui a coûté peut-être la série mondiale potentielle aux Expos. Là. Fait que non, c'est arrivé dans ce temps-là, puis WF faisait des vignettes comme quoi eux autres, ils prennent des breaks, mais nous autres, on était à l'année longue, on vous prend pas pour acquis, puis on est à l'année longue tout le temps, puis ça, c'était comme une gimmick pour les niaiser le baseball qui était encore en grève. Puis c'est quand même drôle parce qu'il y avait, je pense qu'il avait juste fait une couple de matchs à la télévision. Là. Il arrivait souvent pendant d'autres matchs de d'autres personnes avec sa fameuse pancarte We're on strike, on a fait de même, I'm on strike au baseball. Puis il a fait un match à un moment donné contre un gars à Superstar. Puis un des affaires qu'il faisait, c'est qu'il faisait une glissade de baseball quand il était à l'extérieur du ring. Des fois, il faisait des temps genre safe. Puis un moment donné, je pense qu'il fait un compte de 2 contre le jobber. Puis il se lève, puis il parle, il gueule au ref comme il faisait au baseball. Là, genre, quand le gérant il sort du dugout, puis il crie après, puis il fait comme s'il te sauve dessus. Là. Ouais, c'est ça, là, ça c'est cool. Quand même fou au baseball. Pour vrai, là, c'est un spectacle, ça, là, je veux dire, à un moment donné. Là. Tu te souviens-tu MVP Baseball 2005 ou 2006 quand il y avait des batailles quand il y avait le gérant dans le dugout? Fallait que tu pèses sur le sac rapidement pour ton degré que tu étais fâché. Là. Ça, c'était balade. Mais moi, au baseball mineur, j'en ai vu souvent là, des gérants qui pètent des coches, puis j'ai vu des parents aussi. Là, on s'entend que c'est pas mal plus ça que tu vois. Là. Fait que c'est quand même réel. Puis aujourd'hui, même cette année, on a vu il y en a sûrement eu d'autres, mais le gérant des Blue Jays, quand il a pété sa coche cette année, puis on dirait qu'il est en train de faire une crise de cœur tellement qu'il était sur le bord d'exploser. Là. Fait que non, ça c'est correct, mais sinon, la gimmick de Broken Water, son autre gimmick, là, celle qui a battu Triple H, entre autres. Là. Celle-là, je trouve que ça va bien avec le gars. On l'a rencontré aussi l'année passée au Slush Poppy. On a fait une entrevue avec. Puis le gars a l'air quand même assez short fuse dans le sens que dans son temps prime, je suis sûr que c'est un bon bagarreur et qu'il n'y a personne qui l'écœurait. Ça se peut très bien. Je ne serais pas contre l'idée de ça, mais bon, c'est correct. En même temps, quand on l'a pogné, il y a la journée dans le corps aussi. Ouais, mais comme il disait, c'est un gars de business, puis que lui, il faisait ce qu'on lui demandait, puis ça ne le dérangeait pas. Il a même parlé en bien de Triple H, fait que pour ça, je le respecte beaucoup. Ah, mais tu vois que c'était une job dans ce temps-là. Exact. Ouais. Prochain, là, on rentre dans ceux qu'on connaît un peu plus. Là, là c'est. Mettons qu'après celui-là, on est rendu. Après les deux prochains, on est rendu au main event d'un peu de qu'est-ce qu'on veut parler. Exactement, ouais. Ben, moi, j'apprécie ces gimmicks-là. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui les aimait, là, mais. Kwang avec Savio Vega. Kwang qu'on a vu dernièrement dans un de nos shows, si je ne me trompe pas. C'est-tu dernièrement ou c'est prochainement? Non, on l'avait vu dans la show de Montréal, là, quand Adam Bomb était là. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que, non, moi, j'ai rien contre la gimmick de. Je sais que toi, Mané, tu n'avais parlé, genre, tu t'aimais vraiment pas ça, mais. Ben, je trouve ça niaiseux, là. Surtout le nom Kwang, là. Je sais pas, je trouve pas ça. T'aimes pas ça, Kwang? Je trouve ça nice comme nom, moi. Non, on dirait que ça fait canard, même. Mais ça, c'est la joke qu'il faisait, c'est quoi le bruit que ça fait quand 250 livres de marde foncent dans une fan? Kwang? Kwang, c'est ça. C'est ça la joke qu'il disait souvent pour ça. Puis, c'est une bonne joke, je trouve. Moi. Quand même, ouais. Fait que c'est ça. Puis non, je sais pas, toi, t'as l'air à être plus dessus que moi. Je sais pas ce que tu veux rajouter là-dessus. Là. Non. C'est pas que je suis dessus, mais je trouvais que comme. On peut-tu appeler ça comme un monstre ou un. Non, pas tant que ça. Non, il n'a pas gagné nécessairement beaucoup de matchs. Non. Il faisait à part qu'il faisait la green mist d'en face. Souvent, il faisait pas d'en face, il faisait juste dans les airs pour intimider l'adversaire ou ce qu'on veut. Là. Ouais, mais non, je pense que c'est une gimmick qui aurait pu être travaillée puis que tu aurais pu en faire un personnage un peu plus mystérieux sans qu'il y ait de pouvoir nécessairement. Tu le sais, là, moi, j'aime toujours les gimmicks un peu dark. Je l'aurais pas mis nécessairement dark, cette gimmick-là, mais tu aurais pu t'en sortir avec une run de 4-5 ans avec lui, solide, mais en même temps, c'est ça. Ça dépend toujours comment tu le bookes. Puis nous autres, on a une idée préfabriquée de comment on veut booker du monde, exemple. Tu vas dire, toi, je
je te donne un roster, tu vas essayer de trouver quelque chose pour le roster complet, pour essayer de faire bouger tes effectifs. Mais dans ce temps-là, eux autres, c'est drôle, on le fait, ça apporte de l'argent, on le fait. Puis ça se décidait sur un coin de table. Là. Il n'y avait pas vraiment de stratégie à part pour les main eventers, je pense. Ouais, mais je sais pas, l'effet que ce soit un gars de Porto Rico qui fait un ninja japonais. Puis en plus, il était avec Harry Whippleman en plus, ça l'a pas aidé. Là. Non, les fits de manager, des fois, là, puis tu sais, même Bobby Heenan qui a managé 25 gars, là, je pense que ça dilue un peu le talent de Bobby Heenan, quoique on sait que c'est une légende pareille, là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est ça. Puis c'est ça, fait que il est devenu Savio Vega, évidemment, pas longtemps après ça. Ben, pas longtemps après ça, il a quand même été de Rumble 94 jusqu'à milieu de 95, fait quand même un an et demi. Puis il a fait une couple d'affaires, là. Il y a un tag team avec Akushi qui s'appelait les Shoguns, à un moment donné, là. Ça fait tellement pas comme nom. Parce que je pense qu'il filait contre les Smoking Guns, je pense pas que ça s'appelait les Shoguns. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a le feu contre Adam Bomb aussi, là, comme on a vu dans le show. Là, ben c'est ça. Parce qu'Adam Bomb, au début, c'était un poulain de Whippleman, puis c'est ça. Il l'avait amené pour péter, pour le péter. C'est ça. Ouais, écoute, Savio Vega, c'est un bon worker. En général, je pense qu'il avait sa place dans la WWF à l'époque. Dans le giron, c'est le mot que je cherchais, merci. Je cherche mes mots en soir. J'ai eu une longue fin de semaine au soleil. Là. Ouf, je suis brûlé. Ben, si c'est au soleil, c'est sûr que tu vas être brûlé. Là. Ouais, je suis fatigué. J'ai marché beaucoup. Bref. Ouais. J'aimais bien Savio Vega, c'est juste ça que je voulais dire. Puis Kwang, moi, mettons, là, je suis un lutteur, tu me donnes Kwang comme nom, j'accepte. Tu as le droit. C'est tout. Il en faut juste un. Hein. J'ai le droit. Tu le dois, en effet. Ben, totalement. Le prochain. Et là, on rentre dans la famille, dans la bloodline. Encore là? On parlait de fit de manager. Là. Ouais. Tu sais, Iron Sheik, c'est correct parce que le gars, c'était un sultan, mais Bob Backlund, c'est ça. Mais non, marche pas pantoute, là. C'était quoi son nom à l'époque? Le sultan? Ah ouais, le sultan, ok, c'est ça, ouais. Le sultan. Mais j'aime le look, moi. Ça fait très Bane dans Batman. Je sais pas si tu sais c'est qui Bane. Ouais, avec le gros masque, là. Okay. Ça ressemble un peu à ça. Tu sais, les couleurs, le fit qui va un peu avec pas nécessairement les origines de Rikishi, là, mais ça fit, là. Puis le fait qu'il n'y ait pas de cheveux sur la tête, le regard est quand même assez perçant. Je pense que Big Kish était bon pour ses faciales en général. Mais ça, tu sais, c'est pourquoi qu'il y avait la muselière sa bouche? Non. Parce que le sultan, ça a l'air que dans son pays, s'est fait couper la langue dans son pays. Fait que c'est pour ça qu'il y avait c'est pour ça qu'il y avait Backlund avec lui pour parler pour lui, puis Iron Sheik aussi. Là. Puis c'est ironique parce qu'évidemment, Bob Backlund puis Iron Sheik, c'est Iron Sheik qui avait battu Backlund pour donner le champion là, avant qu'il donne ça à Hogan en 84. Là. Fait que c'est comme genre un moment surréel de voir ces deux-là ensemble avec un poulain. Puis il n'y a pas de grand-chose, mais il y a quand même eu le temps d'avoir une rivalité contre The Rock, Rocky Maivia, WrestleMania 13. Fait que il a fait de quoi quand même. Là. Mais à ce temps que tu me le dis, je me souviens que je pense que c'était sûrement Raymond ou Jean Brassard qui avait parlé de ça à l'époque du masque puis de pourquoi qu'il l'avait. Puis ouais, dans son pays ou je sais pas trop. Là, fait que, ouais. Il a coupé la langue, Jean. Il a coupé la langue, Jean. Mais c'était pas les seuls gimmicks que Rikishi avait. Là. Le bonhomme que j'ai présenté entre deux collections il n'y a pas longtemps aussi. Là. On Make a Difference Fatou, ouais, il était là, en effet, absolument. Puis on aurait pu mettre lui aussi, mais ça aussi, Rikishi, c'est un gars, on va se faire en biographie un jour. Fait que... Ben oui, 100%. On regarde des munitions. Mais oui, il a fait Make a Difference Fatou, puis il y avait une couple de. Il y avait une storyline à Manos qui avait sa famille qui était Samu qui était revenu, puis Rosie à l'époque, qui s'appelait pas Rosie, là, mais il était là. C'est comme un genre de bloodline avant le temps, là, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Fait que c'est ça. Mais oui, pour vrai, ouais, j'allais dire Rikishi, il y a une belle carrière. On parle souvent de gars qui ont été capables de se réinventer, puis avec ce qu'on lui a donné comme storyline et comme personnage, des fois que ça aurait pu facilement prendre le bord. Bon, c'est sûr que le fait qu'il est dans Bloodline, la famille et tout ça, ça doit aider aussi un peu. Mais pour vrai, il était capable de faire des petits miracles avec pas grand-chose des fois. Absolument. Puis est-ce que c'est ce qu'il a bon dit?
Qu'est-ce qu'il a dit la première fois qu'ils ont proposé de faire ce gimmick-là avec Iron Sheik et Bob Backlund? Là, j'imagine que ton doigt est déjà sur la joke. Là, tch. Hein? Ben, qu'est-ce qu'il a dit, tu penses? Non, je sais pas. C'est bien insultant, ça. Voilà. Au moins, il y a sûrement 2 personnes qui vont te trouver drôle. Plus que ça, là, 12. Oh là 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 là. Et ça, c'est beaucoup de gimmicks, puis... Ça, c'est la mythe du sujet, là. C'est la viande autour de l'os. C'est ça. Puis c'est drôle parce que son plus populaire, c'est celle qu'on connaît avec All Snow puis Ed, qu'à la base, c'est une gimmick assez bof, là. Tu sais, je veux dire, c'était cool dans le temps parce qu'on était dedans, je pense, puis que c'était bizarre. Je sais pas pourquoi on a aimé ça à l'époque, mais c'est pas une gimmick qui scream World Champion ou qui a une chance de faire de quoi de solide. Là. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas tant ça, c'est que c'est plus une gimmick comme quoi qu'avec l'affaire de Ed, c'est que la foule il était ouvert avec la foule pour ça, là. Ouais, non, je sais. Mais c'était fou, là, à un moment donné. Ed, ça n'a pas commencé à WWF, non? Right? Non, mais je vais en parler, on va aller en ordre. Mais non, oui, c'est pas commencé à WWF, ils l'ont pris par après. Mais le premier qui est arrivé, c'est le premier d'en haut, c'est Avatar avec le masque. Mais pas celui qui était avec Sean, l'autre, là. Avatar, puis ce qui est intéressant, si on veut, c'est que lui, Avatar, quand il arrivait quand il avait ses combats, quand il faisait son entrée, il n'y avait pas de masque. C'était Al Snow qui n'avait pas de masque. Puis avant que le match commence, il mettait son masque, puis il luttait de même. Pour ça que le match finissait, il enlevait son masque. Il mettait son avatar, dans le fond. C'est comme le contraire de ce qu'un lutteur masqué ferait, dans le fond. C'est qu'il ne l'enlèverait jamais. C'est cool comme concept. Ouais, sauf que son premier match qu'il a eu à Raw, il a fait une coupe de botch. Fait que mettons que c'était pas l'affaire la mieux vue par Vince McMahon. Puis éventuellement, il a fait un tag team un peu avec Aldo Montoya par la suite. Ça n'a pas été bien long. Il devait être au Survivor Series 95, mais ils l'ont juste enlevé du match puis ils ont mis Marty Jannetty à la place. C'est quand même ironique quand c'est ce qui va arriver plus tard avec Marty Jannetty puis lui. Là. Mais ben moi, je l'aurais mis Avatar, je l'aurais mis avec hologramme aujourd'hui. Ça aurait marché. Avatar hologramme. Ouais, je comprends. Tu veux le mettre ou. Non, c'est pas une joke. C'est juste que je trouvais que c'était. Parfait. Quoi? Non, je pensais que t'étais proche avec d'autres choses, mais t'as arrêté. Ah non. Puis ça fait qu'il a fait ça. Après ça, c'était Shinobi. Puis là, on le voit sur la photo sur YouTube, comme quoi que tu vois qu'il tient Shawn Michaels en prise. Ben c'est ça. Ouais. Il a fait une apparence de même. Ben, deux techniquement, je vais parler de celle plus tard. Là. Mais la première fois qu'il est arrivé, c'était un gars engagé par Jim Cornette pour adoucir Michaels, qui devait avoir un match contre le Bulldog pas longtemps après ça. C'est comme son Iron Assassin. Il s'appelait Shinobi. Puis il a fait son match contre Sean, puis il a perdu parce qu'il a fait un job match par après, puis on l'a plus jamais revu en tant que gimmick-là. Donc c'est pas mal ça. Puis c'est quand même drôle qu'il y ait eu un match contre Shawn Michaels à Superstars of Money Nowhere. Là. Ouais, est-ce qu'il s'est déjà battu All Snow contre Michaels après? Je pense pas, hein? Non, pas en Snow. Peut-être. Je pense qu'à Liv Cassidy, c'est déjà arrivé. Là. Ouais. OK. Puis c'est ça. Puis Liv Cassidy, ben c'est ça, c'était en tag team avec Marty Jannetty, qui étaient les nouveaux Rockers. Fait que voilà. Puis disons que Marty, il voulait pas le faire, mais à cause qu'il était bien. Also, c'est un de ses bons amis, ben, il l'a fait pour lui faire plaisir, pour qu'il ait une job pour lutter, faire le même. Mais Marty, il n'aimait vraiment pas ça. Puis il a été babyface, genre le premier match qu'ils ont fait, après ça, ils ont commencé à être genre heel, un peu genre un peu niaiseux, là, genre il faisait des petites danses quand il dansait, puis il était genre corny un peu plus que genre les vrais rockers du temps. Là. Puis ça. Ils ont fait une couple de matchs, il a quand même été là un petit bout, une couple de mois, peut-être 6 mois. Puis on filait contre les tag teams du moment, là, les Smoking Guns, contre les Godwins, contre les Body Donnas, ça fait la même, mais c'est pas mal ça. Puis quand Marty est parti. C'est pas la même affaire non plus, là. Ouais. Quand Marty est parti, ben c'est ça. Cassidy, il a resté Liv Cassidy, il a fait une couple de matchs. Là. Même un moment donné, il a fait pousser son pitch dans le snow, puis il était en Liv Cassidy. Là. Mais c'est là qu'après ça, parce qu'à l'époque, WWF avait un accord avec ECW pour envoyer du monde pour genre un peu un club école, si on veut. Là. Puis il avait envoyé Al Snow pour là-bas. Puis c'est là qu'il avait commencé sa gimmick, là, où il parlait à une tête de mannequin dans backstage. Puis ça collait avec la foule d'ECW.
Puis après ça, tout de suite, je sais pas combien de semaines après ça, il faisait ses matchs, puis tout le monde avait des têtes mannequins dans le Hey, puis la foule, c'est comme un genre de gros rave, là, c'était malade. Là. le visuel de ça dans les clips, les documentaires, puis même le DVD de CW, là, c'est genre. C'est un peu genre l'équivalent en série, le monde avec leurs serviettes. Là. Ouais. Mais c'était juste des têtes. Là. C'était fou. Là. Puis il avait challengé même Shane Douglas pour la belt à Mané, puis il avait perdu, je pense, à un pay-per-view en plus. Fait que il était très populaire. Puis après ça, il est retourné à WWF, puis il était genre. Il voulait qu'il y ait un meeting avec Vince McMahon, puis il avait demandé à Jerry Lawler de l'aider. Puis éventuellement, il a fait ça contre Ed, puis il a fait le match contre Too Much avec la tête, le shampoing, puis la tête faire Head and Shoulders. Là. Fait que c'est ça. Sacré. Puis le reste, c'est fou pareil quand tu penses à ça. Puis Al Snow, ben, c'est un bon lutteur à la base aussi. Là. Absolument, c'est un très bon worker. Là. Mais c'est une bonne tête de lutte, puis pas pour rien qu'aujourd'hui il fait encore ça. Là. Il entraîne du monde, puis c'est un gars qui est beaucoup respecté dans le business, puis moi, c'est un gars que j'ai adoré voir lutter. C'est un bon mid-carter. Est-tu low-card? Il est plus low-card que mid-carter, hein? Plus low-card dans sa carrière, je pense. Il y a une coupe de push mid-card, mais en général, oui, c'était plus low-card, hardcore title, mettons. Là. Mais c'est un des meilleurs low-card que j'ai vu dans le monde de la lutte. Là, pour vrai, là, c'est vraiment... Il aurait je dis qu'il aurait mérité plus, oui, mais on dirait que les deux, ça me dérange pas. Il est bizarre à ranker dans l'histoire de la lutte, Al Snow, je trouve. Ouais, je sais, mais c'est un worker, bonne tête de lutte, puis c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris après ça pour faire tough enough avec le coach de ça, là. Fait que non, bonne tête de lutte. Puis même encore aujourd'hui, Al Snow, il est encore au VW, je pense, puis c'est le booker là-bas, fait que... Puis souvent, il y a des conventions aussi, fait que... Puis tantôt, j'avais me flasher dans la tête, là. Tantôt, on avait parlé de les 5 gars qui avaient engagé pour faire les gimmicks, genre Salvatore Sensei, puis tout ça, là. Mais un fun fact que j'ai pas dit tantôt, j'ai pas pensé, mais Alex de Pug Porto, là, il a fait une apparence à WrestleMania 25. Ah ouais? Tu sais, l'entrée de Cena avec tous les John Cena qui faisaient ça comme ça dans l'entrée, là. Il était là? C'est un des gars là-dedans, ouais. C'est bien random. Il a quel âge, lui? Il est pas jeune, là? Ben, il est pas... Ben là, cinquantaine, peut-être, là? Ah, mais là, pour aller dans l'entrée de lutte, faire ça comme ça, même si non, je sais, mais... pareil, là. Mais c'est random en crise. Pourquoi? Il est encore dans la compagnie, quelque chose? Non, il a juste fait cette apparence-là. Je sais pas, il était dans les environs, peut-être qu'il habitait dans ce coin-là, puis ils l'ont pris comme extra, je sais pas. OK. Ouais. Oui, ben. The more you know, hein, qu'ils disent. C'est ça, exact. Je suis là pour ça, les fun facts de Brandon, moi. Oh yes. Et là. Ben ça, on a fait sa biographie cette année. Donc, on en a parlé un peu en long et en large de John Bradshaw Layfield, JBL. L'année passée, c'était pas cette année, ça? Non, on l'a fait au mois de novembre l'année passée, je pense. Tabarouette, ça va vite, le temps va vite, le temps fly, comme ils disent. Oui, ça fly. Pour vrai, c'est tous des bonhommes de lutte que j'ai eu, quasiment. Mais, tu sais, gimmick de cowboy là, à la base, parce que c'est un gars de Texas aussi, JBL. Fait que ça fit avec tout le personnage qu'il a eu. Justin Bradshaw, pour vrai, là, une chance qu'il y a eu les Acolytes parce que pour sa renommée et ce qu'il a laissé en marque dans le monde de la lutte, je pense pas que sans les Acolytes, il aurait pu se rendre à JBL. Non, mais en même temps, il devait être bien aimé backstage parce qu'il a quand même eu sa job longtemps, même si c'est les premières années qu'il était là, il aurait pu se mettre dehors n'importe quelle année, puis ils l'ont pas fait, puis ils l'ont gardé. Là, fait que... Ouais. Mais Justin Bradshaw, c'est la première gimmick qu'il y avait ça, c'était comme un rip-off de Stan Hansen, là, si on veut. Là. Ouais. Puis il y avait Dutch Mantel qui était Uncle Zebekiah à l'époque, qui était son manager. Puis c'est ça. Puis éventuellement, il s'est tourné contre lui. Puis il était avec Barry Windham pour faire les new Blackjacks. Ce qui était. Ça n'a pas marché, ça. Ouais, ce qui était un hommage au Blackjack Lanza puis Mulligan. Puis Mulligan, c'était le père de Barry Windham. Fait que c'est comme un hommage à son père qu'il a fait. Puis ça n'a pas duré tant longtemps. Ouais, ça n'a pas duré tant longtemps que ça parce que éventuellement, il y avait l'angle NWA là, avec Jeff Jarrett et Jim Cornette et tout ça. Puis Windham s'était tourné contre JBL, là, contre Bradshaw. Puis c'est ça. Puis éventuellement, Bradshaw a fait quand même une run solo quand même pas pire. Là. Par après, il avait feudé contre Vader qui avait gagné des matchs contre lui importants. Puis il avait fait une coupe d'affaires. Puis éventuellement, il a rencontré
Ron Simmons en tant qu'acolyte, puis le reste, ben, ça l'a comme c'est ça qui a fait qu'il a pu garder sa job plus longtemps encore parce qu'il a fait un bon team avec Ron Simmons en tant que. Non, probablement les acolytes avec The Ministry of Darkness, tout ça, mais aussi par après avec APA. C'était divertissant comme duo en maudit. Là. Mais tu sais, ce qui est drôle avec Bradshaw, c'est que tout au long de sa carrière, il y a eu comme un peu la gimmick de tough guy. Là, puis c'était vrai. Là, c'était un tough, puis il rentrait ses coups. Puis à la limite, des fois, il était bully aussi ça, à l'extérieur du ring, puis même in-ring. Mm-hmm. Mais son plus grand succès et son accomplissement en GBL avec la gimmick de millionnaire de Wall Street, c'est que c'était un peu un chicken shit aussi. C'était un gars qui voulait tout acheter avec de l'argent. C'était un peu tout le contraire de toute sa carrière, de toute sa gimmick de carrière, que plus un grinder puis qui veut genre. C'est un fighter. Là, c'est un gars qui achète le monde. Là, fait que c'est quand même fou que c'est avec ça qu'il a eu sa grosse belle puis son long règne quasiment un an à SmackDown. Ben, c'était comme une version moderne de Ted DiBiase. C'était pratiquement ça. Là. Ouais, puis c'était bien fait, pour vrai, c'était correct, là. Il faisait une bonne job en heel, là, je trouvais. Ouais, puis il a gagné la belle, comme tu as dit, qui a une bonne run. Il avait battu beaucoup de bons monde dans sa run. Il avait battu Booker T, Ligero, Taker, Angle aussi, je pense aussi. Fait que Big Show. Il a battu beaucoup de monde. Il y a bonne rivalité, là. Ouais, puis c'est quand même lui qui il va dans l'histoire à tout jamais parce que c'est le premier règne de John Cena en tant que World Champion, c'est lui qui a battu. Fait que il va avoir tout son assistant, un livre d'histoire pareil, no matter what. Puis non, puis même encore aujourd'hui, souvent il fait des apparitions dans Indy. J'ai fait des coupes d'affaires avec TNA, je pense aussi. Là. Fait que, non, ça menait à rien, par exemple, ça. Non, mais il a fait quoi? Il a frappé genre Ziggler une couple de fois, puis genre Joe Hendry, puis ça n'a rien vraiment donné abouti de plus. Mais bon, je sais que ce temps-ci, il est souvent au podcast de Pritchard. C'est lui qui prend la place de Pritchard parce qu'il est souvent pas là parce qu'il travaille. C'est meilleur. Ouais. Depuis ce temps-là. J'imagine peut-être un peu, mais c'est parce que l'affaire, ce qui est différent, c'est que Pritchard, il y a des histoires genre vraiment de booking, de tout ça. Quand il y a JBL, lui, il y a une autre sorte d'histoire, mais bon. Ben, c'est ça. Puis JBL, au moins, il peut dire la vérité, tandis que l'autre, il va juste contrôler son narratif. Fait que... C'est pas vrai, ça. Des fois, il dit la vérité. Pas que Bruce Pritchard, c'est une merde, Bruce Pritchard. Non, laisse faire ça. Laisse Bruce Pritchard tranquille. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, on va parler de sa gimmick à lui, Bruce Pritchard, avec sa face rouge. C'est pas de la merde, là, si c'était écœurant, ça. C'est une gimmick pareille? Ben, ouais, mais c'est pas une mauvaise gimmick. Non, absolument pas. Non, va écouter un gars qui a la face rouge, là. Ben, c'est Brother Love. I love you. Non, pas moi, je t'aime pas. C'est pas grave. Lui, il t'aime. En tout cas, quelqu'un que tout le monde aime, c'est la prochaine pastiche. Et là, okay, je vais faire le bout sur Kane, là, mais puis ben, je vais te laisser les autres. Quoique le dentiste, je le connais quand même assez bien aussi. Là. Ouais. Vas-y par le début, parce que la photo que je vois dans le coin à gauche, pas joyeux. Ça ne dit rien, ça en plus, hein? Non, zéro. Ça, c'était les années 90, je pense que c'est 93, 92 à Memphis, à USWA, la promotion de Jerry the King Lawler, évidemment, puis Jerry Jarrett, le père de Jeff. Puis c'était la gimmick, c'était The Christmas Creature. Le nom, c'était peut-être de quoi? Peut-être même le nom, je sais pas, là, mais... Puis c'était comme non. Ouais, c'était comme un arbre de Noël. Ben, on le voit, là, c'est comme un genre de créature de Noël. Là. C'était le nom le disait, là, avec des guirlandes, puis des candy bras, candy cane, puis est-ce que c'est ça? Candy cane, pas faire un jeu de mots poche, là. Fait que c'est ça. Puis il y a même eu le temps d'avoir un match contre Jay Lawler pour la belt, pour le challenger, pour la USWA Title Championship, qu'il avait perdu. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour ce personnage-là. Après ça, c'est dans le milieu, c'est Isaac Yankum DDS, le dentiste personnel de Jerry the King Lawler. On en parlait un peu tantôt là, du King of the Ring où il a fait le Kiss My Foot match. Là. Mais c'était après ça. C'était le gars qui devait venger Jerry Lawler à Bret Hart de Jerry Lawler. Fait que c'est pas mal ça qu'il a fait. Puis c'était ironique parce que c'est un dentiste, mais qui a des mauvais. Il a tout crotté. Là. Fait que c'est comme genre, c'est drôle, un dentiste, mais qui n'a pas des belles dents. Puis les vignettes étaient cool quand même pour l'époque. Il montrait lui qui était genre en train avec ses patients, puis genre il leur faisait mal. Là, genre c'était un heel. Là, fait que, puis pendant que lui riait tout le temps à côté comme un heel méchant. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est un beau duo quand même, je trouvais les deux ensemble. Là. Puis la toune d'entrée comme c'est un prix de drill. Là, fait que, voilà. Puis ben, quand même. Il aurait pu teamer avec Dr. Britt Baker, ça aurait été malade. Ouais.
Il y a quand même eu une couple d'affaires intéressantes. Là. Comme j'ai dit, il a affronté Bret Hart à SummerSlam 95 pour venger Lawler. Il y avait eu une couple de matchs aussi contre Undertaker je pense que c'était à Memphis justement pour en tant que Isaac Yankem. C'est quand même cool qu'il y ait eu ça. Puis, c'est à cause de ça qu'il est devenu Kane après. C'est Taker, c'est là qu'il en workant avec, il a dit OK, ça va être le bon gars. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal, c'est ça pour ça. Puis il a vu quand même une couple d'affaires, il y a une couple de matchs aussi par la suite. Puis après ça, ils l'ont enlevé de la carte un peu, puis il a fait d'autres choses. Là. Puis éventuellement, il a tourné à USWA jusqu'à temps qu'il revienne à WF en tant que Fake Diesel avec Fake Razor Ramon. Ça, j'aurais pu en parler tantôt de Razor Ramon, mais je l'ai gardé ça pour Diesel là. Fait que c'est comme parce qu'à l'époque, évidemment, il était à WCW avec Scott Hall et Kevin Nash, qui fait les rôles de Razor Ramon et Diesel. Fait que, il a fait une storyline parce que Jim Ross qui était rendu heel, il a dit moi je vais faire ce que Vince n'est pas capable de faire, je vais ramener Razor Ramon puis Diesel. Puis quand ils sont arrivés, ben c'était vraiment pas les vrais. Puis là, Jim Ross disait non, c'est les vrais, c'est des versions encore plus jeunes puis meilleures qu'ils n'ont jamais été. Puis c'est ça. Fait que c'était un vrai flop. Même si, on va se le dire, là, de loin, là, c'est ça que j'allais dire. Ça ressemblait pas mal au gars qui devait être. Il ressemblait quand même pas mal. Là, fait que, quand même. Ben, tu sais, quand tu regardais vite, de côté, mettons que tu voyais pas le visage, tu pouvais quasiment faire oh, OK. Ah, ouais, ils sont là. Puis après ça, tu regardais à la face, c'est comme OK, ouais. C'est vraiment pas eux autres, là. Parce que, on va s'entendre, Nash puis Ramon, c'était pas mal des plus beaux gars que ceux qui faisaient les fakes, là, en général. C'était des good-looking guys. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Peut-être 3-4 mois, peut-être? Trop longtemps, pareil, à mon avis. Il y a quand même eu le temps d'avoir un title shot pour les tag team titles contre Owen Hart et le Bulldog maintenant un view in your house. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis, il était dans le Final Four quasiment de Rumble 97, Isaac Yankem. C'est pas à négliger. Ouais, ben, tu sais, il y avait le physique de l'emploi, puis bon, la gimmick aurait quand même pu faire son temps. Je pense qu'il aurait pu aller chercher un monstre, un gars de l'asile un peu avec ça. Tu sais, ça aurait pu quasiment être Kane en Yankee un peu. C'est un peu le même genre de personnage, mais avec des aspects différents. Mais je suis curieux, moi. Mettons, quand il est devenu Kane, on le sait, là, que c'était le frère d'Undertaker, c'est Calloway qui est allé le chercher parce qu'il avait worké avec. Puis que, bon, les premiers matchs, ça n'avait pas très bien été. Il avait eu peur. Là. Il était nerveux aussi, mais la gimmick de Kane, à part que le costume est crissement cool, la présentation est belle, Bearer avec Kane, ça marche au bout. Mettons, là, tout était bien fait. Sinon, juste le costume, est-ce que c'était assez pour te vendre la gimmick puis dire, OK, lui, ça va être un real deal? Ça aurait pu être un monstre Zuma que Taker bat, parce que tu l'entends plus parler puis il s'en va à tout jamais. Là. C'est vrai. Mais il y avait quand même de quoi de spécial dans la présentation, puis le fait qu'il n'y avait pas Bearer l'a aidé beaucoup aussi. Là. Puis non, puis c'était bon. Puis Kane, le gars qui fait Glenn Jacobs, ça va être un bon gars de compagnie. Là. C'est le gars qui va faire n'importe quoi que tu lui dis, puis il va avoir un smile d'en face. Là. Il ne sera pas le genre à dire ça, c'est de la masse gimmick, là, je ne vais pas faire ça. Fait que pour un promoteur, c'est beaucoup du monde. Ça vaut beaucoup du monde comme ça. Fait que, puis en plus, il y a la chef de l'emploi, puis ça l'a beaucoup aidé là-dessus. Fait que non, moi je pense qu'il aurait pu fonctionner plus tard, mais peut-être pas en Kane, parce que Kane, évidemment, il aurait pu être un monstre du mois, comme il dit là. Comme je viens de dire, avec Taker qui le bat, puis on n'entend plus parler après. Là. Ouais. Mais à la base, Kane, c'était pas supposé durer aussi longtemps que ça. C'était un projet d'une couple de mois, même pas. Là. À l'été, c'était fini. Là. Ben, c'était quand exactement? C'était au mois de juin, ça a commencé? C'était quand qui est arrivé? Ça a commencé au mois d'octobre. OK, c'est ça. C'était un projet de ça, d'une couple de mois, mais c'était pas censé durer aussi longtemps que ça. Puis le bon travail, puis la réaction de la foule, puis finalement, c'est une histoire qui a duré 20-25 ans en and off, là, mais je pense que le gars a fait marcher la gimmick, comme un peu Undertaker a fait marcher la sienne, parce qu'un mort vivant, à la base aussi, les chances étaient minces. Là. Puis aussi, on l'a dit beaucoup dans le podcast, aussi, c'est un gars qui va faire la biographie des prochains mois. Là, Kane? Ouais. Ben oui, Kane. En général, là, pas juste Kane, là, mais je veux dire. Ouais. Glenn Jacob. Ouais. Fait que ça, puis vraiment, même si ça n'a pas été très long, son règne de champion, il a été champion de WWE une fois. Fait que
C'est déjà bon pour un gars qui été en guirlande de Noël 6 ans avant. Là. Puis sa gimmick a évolué parce qu'il a fait beaucoup de comédie après ça avec ses partenaires par équipe. Tu sais, t'as eu on a parlé avec Hurricane, Brian, Van Damme aussi. Ouais. Un peu dans l'autorité, maintenant, il commence à faire des niaiseries. Là, un peu de Kane puis un Kane normal. Là. Exact. Fait que lui aussi, c'est un gars qui s'est réinventé beaucoup puis qui a réussi à être legit à travers ça. Mais comme tu dis, la shape puis le fait que c'est un gars de compagnie, ça l'a aidé à bien ficeler les storylines en général. Mais pour nous autres, Kane, c'est une légende. C'est un plug and play de luxe. Là. Un gars que tu peux mettre n'importe quelle place de ton roster puis tu sais qu'il va faire une bonne job. Là. Mais ses costumes étaient vraiment beaux, par exemple. Tu sais, mettons, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui avec les mauvais costumes, lui, par contre, ses costumes en Kane, là, c'était solide. Oui, absolument. Puis c'est drôle qu'on parle de Kane qui a fait le faux Diesel parce que la prochaine et la dernière affaire qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça. Ouais, ben évidemment. Big Sexy Kevin Nash, Diesel. Lui, c'est un heureux hasard, un bel accident de char qui s'est retrouvé où ce qui est aujourd'hui, puis qui a fait autant d'argent dans le monde de la lutte, puis qui a été dans la clique, qui a été dans la NWO avec le plus gros heel turn de l'histoire. On peut le dire à Star que Cena s'est foiré. Ouais. Avec Hogan, quoique c'est quand même ça pareil. Ouais. Mais c'est un accident de char, mais avant ça, il y a eu des gimmicks avant que quelqu'un fasse l'appel qui a changé sa vie. Absolument. Puis on va parler un petit peu avant qu'il reçoive l'appel. Parce que, il avait commencé. Ma foi, c'est un ancien bouncer de club. Un joueur de basketball, sa carrière était finie. Puis je pense qu'il bounçait des clubs après. Puis je pense que c'est Rick Steiner, je pense qu'il l'avait vu. Puis qu'il devrait t'entraîner à lutter. Puis tout. Puis il l'a fait. Puis la première affaire qu'il avait eu, c'était les Master Blasters. Un tag team avec Al Green. Qui était, mettons, rip-off des LOD numéro 25, là, mettons, là, genre le fameux classique des gros bonhommes là, qui sont ensemble intimidants puis tout. Fait que ça n'a pas tant marché, mais bon, au moins il y avait le physique de l'emploi, fait que ça avait l'air moins cave. Après ça, le contraire de cave, c'est la gimmick qui était Oz, qui était vraiment pas un rip-off, mais qui était inspiré par le film de Wizard of Oz puis tout. Puis ça, c'était parce qu'à l'époque, je pense que c'est Turner qui avait acquis les droits du film à perpétuité pour les montrer sur la télévision. Fait que il voulait faire ça comme genre article promotionnel, si on veut, du film, comme qu'il avait eu les droits. Fait que c'est ça. Oui. Mais pour moi, là, ça, c'est la pire gimmick de toutes. C'est celle-là qui gagne. Ah, ouais, je suis d'accord. Ben, avec ce que tu sais qu'après. Non, mais tout. Of all time, ouais, ben. Parce que, attends, pas une autre fois, là, mais... tu mets une gimmick, regarde le costume. Tu sais, je veux dire, Chris, il n'y a rien de vendeur là-dedans. Là. Tu peux pas rien faire avec ça. Puis, là, il enlevait, par exemple, le masque là, de Oz. Là. Oui, je sais, mais je veux dire, même quand il luttait avec son gear, là, c'était dégueulasse. Là, puis, à savoir après, qu'est-ce que la présentation que tu as eue avec Diesel puis Kevin Nash après, le gars qui a rendu la lutte cool avec la NWO, puis DX aussi, là, mais je veux dire, ça, c'est l'exemple parfait de part de rien, puis tu es au sommet après. Là, c'est fou, là, la différence. Là, c'est le jour ou la nuit. Là. Ouais, puis ça n'a pas duré trop longtemps, puis ils l'ont enlevé, là, quand même. Ben, ça durait peut-être, je dis pas trop longtemps, mais peut-être 3-4 mois, peut-être. Puis après ça, il était transformé en Vinny Vegas, c'est un genre de croupier de Las Vegas, un peu. Là. Ça, par exemple, je l'ai mis, mais c'est pas de la masse. Je trouve ça écœurant, mais pour montrer le contraste de ce qu'il est devenu plus tard, je l'ai mis pareil. Ouais. Puis il était genre avec le Diamond Exchange, qui était avec DDP, puis Scott Hall, puis Johnny Flamingo. Puis c'était vraiment, vraiment nice. Là. Puis tu voyais le charisme de Kevin Nash vraiment sortir beaucoup avec ce gimmick-là, plus qu'avec le reste. Là. Puis c'est ça. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'appel, parce que Shawn Michaels regardait la télévision de CW un moment donné à l'hôtel après un de ses shows. Puis il l'a vu, puis il avait eu son attention, il avait retiré son attention du regard, puis tout. Puis il a une bonne shape, il est charismatique. Peut-être qu'il pourrait être mon bodyguard dans les storylines. Puis là, il avait demandé à Rick Steiner, qu'il avait connu, parce que c'est lui qui avait ouvert la porte pour qu'il s'entraîne à la lutte. Puis il avait dit son numéro de téléphone, puis Steiner lui a donné, puis il l'a appelé. Puis après ça, je pense qu'il avait inventé quelque chose comme quoi qu'il voulait arrêter son contrat parce qu'il voulait prendre sa retraite, quelque chose du genre. Puis après ça, il a enlevé son contrat, puis il s'est WF après ça. Puis le reste, c'est l'histoire. Il a été comme le bodyguard de Shawn Michaels, puis éventuellement, il est devenu le champion de la place. Là.
Puis il a gagné la belt avant Shawn Michaels. Ouais. Ça, Michaels, il en parle souvent en joke. Là. Puis on parle souvent des Grand Slam Champions et tout ça, mais Diesel, il a gagné 3 belts majeurs en l'espace d'1 an. Là. Même moins que ça, genre 8 mois, mettons. Fait que c'est quand même fou quand tu y penses. Là. Il a gagné la Intercontinental contre Razor Ramon, les tag teams contre les Edge Shrinkers, puis gagné la World Title contre Bob Backlund. Fait que c'est quand même intéressant. Bob Backlund. Ouais. Mais, ouais, puis, tu sais, ça. On en a parlé tantôt avec Benny Vegas, mais sa relation avec DDP puis Scott Hall, ça a commencé un peu là aussi avec Benny Vegas, là, dans le sens que, avec DDP surtout, là, c'est que j'ai fait beaucoup de contacts là-bas. Puis plus tard, même DDP aussi, tout ce monde-là se sont retrouvés. Puis ça a comme bâti leur futur en commençant ensemble là-bas. Fait que ça a été très important, ces moments-là. Là. Absolument. Puis on va en parler rapidement de son règne de champion. C'est pas le règne de champion le plus mémorable, en tout cas pour les bonnes raisons. Là. Oui, il y a quand même une run d'1 an parce qu'il était champion, mais c'était la fameuse période où le WF faisait le moins d'argent dans leur histoire puis qu'ils ne jouaient pas autant de numbers qu'avant. Puis il disait que c'était peut-être un peu de sa faute. Mais en même temps, la façon qu'il était booké pour faire comme genre le Hogan, genre le Babyface, Whitney Babyface, puis tout ça. Mais ça marche pas avec lui. Hein. C'est pas son genre de gars qui est le Kevin Nash, Kevin Nash puis Diesel. Là, fait que ça a comme été un flop. Mais pendant 1 an, il était champion de la WF. On peut pas y enlever. Puis ça a fait qu'après ça, il a pu avoir un job à la WWE. Puis le reste, c'est de l'histoire. Là, on connaît tout. Là. Ben, c'est ça qui a fait en sorte qu'il a pu gagner énormément d'argent. Puis que après ça, grâce à lui, puis Scott Hall, qui a eu des contrats garantis dans le monde de la lutte. Fait que, il a changé la business au complet. Là. Absolument, fou, pour vrai. Puis c'est un gars qui est très, très bon businessman aussi. Là. On connaît beaucoup de histoires sur Kevin Nash à travers les années. Là. Puis même à TNA, il a fait des bonnes runs à TNA aussi. Là. Il n'a pas été un jambon là, par après de WWF là, pour vraiment été excellent. Puis encore aujourd'hui, il est encore là. Fait que c'est quand même impressionnant. Il a son podcast. Là. C'est drôle que quand tu regardes le Oz puis ses gimmicks, puis que tu sais que le gars il a changé la business au complet par la suite, que jamais t'aurais pu dire ça dans le temps qu'il avait ce costume-là. Ben, juste la première photo de lui, puis le background bleu, puis avec la belt, là, c'est flagrant comme changement. Là. Ben oui, c'est extraordinaire. Puis quand tu parlais de son podcast aujourd'hui, ben il est souvent controversé dans ses propos, Nash, comme toujours. Là, il n'a pas la langue dans sa poche, là, il n'a pas la langue de bois. Mais il est souvent cité, puis à travers les autres podcasts, que ce soit le Wrestling Observer, que ce soit Coach and Bro, que ce soit Busted Open, souvent ils vont citer des trucs de Nash que soit qu'ils sont d'accord, soit qu'ils ne sont pas d'accord, mais rarement, il est très polarisant, Kevin Nash. Puis ça, c'est veut pas les old-timers, il n'y a personne qui va être d'accord avec l'autre à 100%. Là. Il va avoir une opinion qui vont dire qu'il est fort, ben là, non. C'est normal. Là. Mais ils ont pas. Des fois, ils sont vieux jeux, mais ils n'ont pas nécessairement toujours tort, par exemple. Souvent, ils sont dans la vérité. Là. Dans n'importe quoi que quelqu'un dit, des fois, il peut y avoir un petit pourcentage de vérité, même si le reste n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Ça fait longtemps qu'ils sont là. La business change, mais les bases restent les mêmes. Absolument. Puis c'est du monde comme Nash qui font que c'est sur le forefront, mais il reste que tout le monde a son opinion comme n'importe quoi. Là. Exact. C'est ça. Si vous avez des exemples de mauvaises gimmicks, je suis sûr que nos personnes régulières qui commandent vont se faire un plaisir de nous dire eux autres, leur gimmick, vous autres, votre gimmick, c'est quoi votre qui vous a marqué ou ça peut être une mauvaise gimmick ou juste une gimmick tout court. Là. Ça, il y a du jus pour faire l'autre podcast dans ce style-là avec le reste. Là. Ben oui. Il y a du jus en masse, puis du jus de pomme, du jus de raisin, choisissez. Jus d'orange? Ouais. Pulpe ou sans pulpe ou avec pulpe? Toujours sans pulpe. Parfait. Fait que là, ce qu'il reste à faire, c'est le podcast avec ce qui nous reste à fond, ce qui est arrivé la semaine passée avant, puis qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juin après. Là, ça, c'était les mauvaises gimmicks, mais le podcast de la semaine passée, c'était pas un mauvais podcast. C'était la biographie de Hurricane, Shane Helms, votre super-héros. Ouais, super-héros préféré. Donc, on a fait ça au podcast, au grand plaisir de Kevin Brien, que 13 secondes après que j'ai mis la story, il l'a liké. Ah, nice. Évidemment. Et pour le mois de juin? Oh là là, on rentre évidemment pour les old school fans de lutte. On sait que le mois de juin se déroulait toujours du côté
Ben, du côté. Ça se déroulait toujours au mois de juin. Le King of the Ring se déroulait toujours au mois de juin, on va le dire. Cette année, on a celui de 95 à vous proposer, le Retro Review. Donc, ça va être très intéressant. Et celui aussi de 1997 avec Austin qui fixe Michaels. Michaels fixe la caméra. Très bien. Ouais. On a également. Ah non, pas ça. La biographie. On peut appeler ça une biographie? Ouais, je pense que oui. Ah ouais, c'est une biographie. Evolution, le masterpiece qui sort directement du cerveau de Triple H, Paul Levesque, évidemment, sans aucun doute. On sait qu'il est un une très bonne tête de lutte. Puis il reste un podcast pour le mois qu'on ne dira pas encore parce qu'on ne sait pas c'est quoi, mais il va en avoir un autre dans le mois parce que bien sûr, il y a 4 semaines au mois de juin. Ah ouais? On l'a pas déjà? Pas encore, non. On s'en reparle. On en reparlera le 29. Sinon, à travers la table, le mardi, 20h30, en direct sur Twitch, Facebook et YouTube. Puis on va vous revenir avec l'horaire d'été et d'automne. Puis parlant d'horaire à travers la table, il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre, on va le retour du Rumble aussi. Le retour du Royal Rumble mystère de 30 invités. Donc, comme on a fait en fin d'année passée, qui avait été un énorme succès, et les gens sont très, mais très contents qu'on ramène ça. Fait qu'on le ramène et on va essayer que ce soit 30 nouveaux noms. Sacrément, OK. Ça, c'est la mission que je nous donne cette année pour le Rumble, c'est que c'est 30 noms qui n'étaient pas là l'année passée. Minimum 20. Je vais y aller avec 30, on va être capable. Oh, ben toi, je sais que tu vas être capable, c'est ça. Avec ton salaire de bullshit, hein, tu vas vendre des comptes carton. Et voilà. Bon, c'est conclu le podcast de Mauvaise Gimmick. Ça va être là tout le monde. Soyez là la semaine prochaine pour K1 95. Il y a à travers la table. D'ici là, n'oubliez pas, c'est important. Allez, bah!